Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 7e Battalk, un Battalk consacré aux jeux vidéo et certainement à l'un des meilleurs jeux vidéo super-héroïques, avec notamment la saga des Batman Arkham. Pour m'accompagner dans ce podcast, trois membres, pas trois membres de la team Batman Legend, j'ai l'habitude de dire ça, mais c'est pas vrai, du Voilà, coup je ce viens de me soir, faire virer devant tout le monde, c'est un scandale. deux membres de la Hello team Batman Legend avec Siegfried Bonsoir à tous. et Peli. et bonsoir. Et le membre, pas encore, mais enfin, Batman Legend, mais pas vraiment Batman Legend, en tout cas pas encore, c'est Matt. Salut Matt. Salut à tous, je suis en train de terminer mon CV, laissez-moi quelques minutes Ouais. et ce sera bon. Avec Ok. une lettre de motivation, s'il te plaît. Hein. Écrite manuscrite, comme dans le temps, parce que moi je suis écrite partie d'une génération où on manuscrite, voilà. écrivait ses lettres de motivation à la main. Bien sûr. Est-ce que tu pourras joindre une photo à ce CV et Eh lettre bien de non, motivation? car je souhaite avoir le job. Alors, job veut dire rémunéré, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, ceci est une autre histoire, on reviendra sur ce sujet peut-être plus tard. Tu vas avoir un petit restaurant, si tu veux. Et bien sûr, Matt, est-ce que tu peux te présenter pour les fans de Batman Legend qui ne te connaîtraient pas déjà, même si j'estime qu'il ne doit pas en avoir beaucoup? Si, il y a plein de gens qui me connaissent pas, et ils ont raison, en fait, je suis pas un incontournable. J'ai fait plein de trucs dans le monde des comics, des chroniques radio, des podcasts, un magazine papier, un site web, un collectif de vidéastes. J'ai échoué lamentablement sur YouTube. Je bosse pour le Free Comic Book Day aussi également. Et en ce moment, j'anime un podcast qui s'appelle Les Staminaires et qui parle de techno et de pop culture avec d'autres potes que les connaisseurs du comics game identifieront très facilement. Donc ça s'appelle Les Stami Nerd et c'est un jeu de mots évidemment. Tout à fait, merci. Beaucoup de choses à dire ce soir puisqu'on va évoquer toute la saga des jeux Batman Arkham. Donc autant prévenir de suite, le Battalk ne devrait pas tenir dans 45 minutes, on est d'accord? Mais on va entamer avec ce Batman Arkham Asylum, jeu développé par Rocksteady Games et sorti donc en 2009, si je ne m'abuse, sur PC, PS3 et Xbox 360. Est-ce que quelqu'un se sent, par hasard, Matt, de nous faire un petit résumé du synopsis du jeu? Sachez que j'ai fait mes devoirs, puisque quand j'ai été invité dans cette émission, j'ai fait le tour des différentes plateformes de jeux vidéo que j'ai sur mon ordinateur personnel de type travaillage et jeu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec les différents stores, j'avais à peu près tous les Arkham, donc je les ai tous réinstallés et je les ai un peu tous goûtés, histoire de me les remettre un peu en main. Et notamment, il y a encore une demi-heure, j'étais en train de jouer à Batman Arkham Asylum. Alors, de quoi ça parle ? D'abord, on était hyper content de voir un jeu d'action avec Batman quand il est sorti. Enfin, je me souviens que c'était vraiment, on était tout émoustillés, on était tout bouh, comme ça, c'était bien. Et l'histoire, c'est la Batmobile arrive à l'asile d'Arkham et Batman a capturé le Joker et donc il l'emmène pour le faire interner à l'asile. Mais il décide de suivre l'équipe d'Arkham lors de l'incarcération du super criminel, de son ennemi. Parce qu'il trouve que le Joker a été arrêté un peu facilement et il se dit, à mon avis, ça cache quelque chose. Et évidemment, le Joker avait un plan. Il réussit à prendre le contrôle de l'asile d'Arkham et donc on a Batman sans équipement, c'est important. Ça va faire le sel du jeu. On a un Batman sans équipement qui se retrouve bloqué dans l'asile d'Arkham, qui appartient désormais aux détenus, aux super criminels qui sont dedans et au Joker, et donc il va devoir à la fois sauver les médecins et les policiers qui sont enfermés avec les criminels, et aussi arrêter toute une galerie d'ennemis qui vont de Poison Ivy à Killer Croc, Bane et évidemment le Joker et Harley Quinn. Wow, quelle introduction, parfait. Je pense et bien que voilà, c'est la fin de ce Battalk. Voilà, c'est la fin de ce Battalk. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Non, effectivement, c'est vrai que ce jeu Batman Arkham Asylum, bon, tu disais que tu avais rejoué au jeu juste avant. 11 ans après, c'est toujours aussi bon? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu a beaucoup évolué. Alors, c'est un jeu évidemment qui a 11 ans, donc les textures sont plus aussi belles qu'avant. Le jeu est un peu raide, et surtout le système de combat qui a fait le sel de ce jeu a beaucoup évolué. Alors, je sais pas si on passe déjà à cette partie parce que c'est un peu s'avancer en fait dans le développement du jeu, mais ce qui a marqué en fait Batman, ce qui a fait la légende un peu de Arkham Asylum, et ce qui a marqué l'industrie du jeu vidéo et le personnage de Batman, on va le voir plus tard, c'est le système de combat qui a été introduit dans ce premier jeu vidéo.
Une pure réussite, hein. C'est vrai que ce système-là ne pouvait pas être mieux adapté que comme il a été fait là par les studios Rocksteady. Je pense que c'est juste parfait en termes de que ça soit. Alors, il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même amené beaucoup de choses de l'univers de Batman et qui a amené beaucoup de, enfin, qui a été très très bien réalisé. Je sais pas par où exactement vous voulez qu'on entame, peut-être justement sur le plan du jeu, c'est-à-dire qu'on ça se passe dans la ville d'Arkham. Le choix de l'asile d'Arkham, je trouve que c'est une pure idée. Parce que d'une part, les studios, bah, ils ont une zone délimitée, et en plus de ça, on est dans l'asile d'Arkham, c'est-à-dire le lieu de prédilection de tous les ennemis de Batman, avec le Joker qui vient de prendre le contrôle de l'asile, comme tu le disais, Matt, et Batman qui se retrouve enfermé là face au Joker. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire justement, vous, votre avis par rapport à ça? Alors, du coup, je vais peut-être passer la parole à Pelli, par exemple. Est-ce que tu veux enchaîner sur quelque chose par rapport à l'ambiance, en tout cas, qui se dégage de ce Batman Arkham Asylum? Toi, quand tu l'as découvert comment déjà? J'ai découvert un peu plus tard parce que moi, quand je l'ai pris, c'était en 2010. Donc, c'était au moment où il y avait eu il était sorti en version Game of the Year. Donc, du coup, je l'ai un peu découvert comme ça par hasard. Et en y jouant, niveau ambiance, c'est plutôt assez cool parce qu'on retrouve dans certains niveaux vraiment une ambiance super macabre. Moi, je me revois jouer le niveau où on est dans la morgue et on se fait empoisonner par l'épouvantail. Ce niveau-là, il est juste énorme parce que on a l'impression que c'est le jeu qui bug. On se dit, c'est pas possible, il y a un truc, il y a une connerie quelque part. Putain, c'est c'est pas possible quoi. Mais il y a des Et pures idées dans ce jeu, hein, dans la ah non, réalisation, dans ouais, l'écriture, clairement. dans. Le système de combat qui est vraiment cool parce que voilà, franchement, tu peux enchaîner les combos comme personne. Il n'y a pas besoin d'être non plus quelqu'un de super doué en jeu vidéo pour enchaîner les combos. Voilà, c'est pas comme dans certains jeux où il faut avoir les doigts un peu partout sur la manette pour pouvoir faire des beaux trucs. Non, non, là, il y a juste besoin d'enchaîner au bon moment, d'esquiver au bon moment et derrière, voilà, on a des super cinématiques comme ça. Je me souviens au fur et à mesure l'ambiance, par exemple avec le costume qui au fur et à mesure de l'aventure est complètement défoncé. Ouais, il s'abîme. Voilà, Ah, il ça, s'abîme au fur et à mesure, ça c'est énorme. C'était énorme parce qu'on avait vraiment cette impression que Batman au final, il était épuisé à la fin, voilà. Et il a de la barbe à la fin. Quand tu arrives à 60% de l'aventure, il a la barbe qui pousse. Ouais. C'est assez marrant et puis oui, de toute façon, pour un premier jeu Batman, oui, il fallait le faire dans l'asile d'Arkham, c'est sûr. Et derrière, il a engrangé derrière beaucoup de choses parce que ce système de combat, en fait, après derrière, il a été repris dans plusieurs jeux et puis voilà, il a été notamment repris il y a pas longtemps là, dans Spider-Man. On a à peu près le même système, à peu près typiquement, c'est le même jeu, c'est vraiment le même truc que Ah oui, Arkham, quoi. mais maintenant on est habitué. Maintenant on est habitué à l'avoir ce système de combat, alors que pour l'époque c'était juste énorme. Ouais, tout à fait. C'était assez révolutionnaire dans son style. Et d'ailleurs, tu parlais des textures, du costume, etc. Moi, ce qui m'a toujours, ce que je kiffais voir à l'écran, c'était la cape, les mouvements de la cape de Batman qui étaient ultra fluides, ultra réalistes. Et est-ce que j'ai une anecdote sur ça? Est-ce que vous savez que c'est un seul développeur qui a été chargé de s'occuper de la cape, C'était pardon. toi. Le mec est technocap. Non, c'est pas moi. C'est un seul développeur et il a fait ça pendant 2 ans. Donc il a travaillé tout seul sur la cape pendant 2 ans. Et au final, cette cape, elle cumule près de 700 animations et sons. Et donc c'est assez fou, quoi, le travail qu'il y a derrière juste pour la cape, quoi. Mais c'est un vrai élément de l'univers, c'est un vrai élément des combats. La cape qui va être indispensable, tu vas en avoir besoin pour te protéger. Il faut qu'elle se déplie quand tu planes. Il faut que tu puisses faire des attaques avec. Il faut qu'elle soit souple quand Batman court. Il faut qu'elle parce que tu te retrouves accroupi dans des buissons, il faut qu'elle s'accroche un peu aux buissons et tout. Enfin, c'est vraiment un élément d'immersion de l'univers qui a pas du tout été négligé. On sent qu'il y a un sens du détail, il y a un sens du respect de l'univers et du personnage qui est vraiment prégnant dans le développement de ce jeu, quoi. Et tu le vois aussi dans le choix, par exemple, des comédiens qui ont été recrutés pour faire le doublage. C'est-à-dire que ça colle parfaitement à l'univers de la fameuse série animée Batman, que ce soit en VO ou en VF. Il y a un effort qui a été fait sur tous les petits détails pour que les gens qui ont aimé Batman à un moment se retrouvent vraiment face à c'est un bonbon, c'est un vrai truc de fan service en fait.
Ouais, mais fanservice, mais pas que du fanservice. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé leur univers, mais je trouve que la force de ce jeu, justement, à cette C'est pas un époque-là, gros mot, c'est... fanservice. Hein. Ouais, Ils ont ouais, non, voulu mais faire je veux dire, parce que ils ont chiadé les détails pour faire plaisir aux fans, tu vois. ouais, ouais, carrément. Et puis surtout, au final, quand tu découvres le jeu, que tu vois tout l'intérieur du jeu, quand tu navigues dedans, quand tu vois les micro-détails, il y a des notes de service, il y a des photos, il y a des choses à droite à gauche où tu peux découvrir, et qui te ramènent à des récits que tu as lus, à des histoires que tu as vues dans la série animée ou dans les films. Enfin bref, il y a des millions de détails. D'ailleurs, on pourra peut-être certainement pas tous les citer, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense que ce qui fait l'essence de ce jeu, c'est que au final, ils ont vraiment pompé et retranscrit tout l'univers de Batman, c'est-à-dire ses gadgets, les personnages, la bande son qui est présentée, l'ambiance, tout nous ramène vraiment. Enfin, je pense que c'est concrètement ce que tous les fans s'imaginaient de l'univers de Batman, quoi. Tu vois, c'est encore pire que les films même. C'est-à-dire qu'on Ouais, a puis vraiment tout ce qu'on voulait en tant que fan de Batman dans un seul jeu, quoi. et les références sont là, les scènes de cauchemar que tu peux avoir avec l'épouvantail, elles Ouais. transpirent le Alice au pays des merveilles et toutes ces Oui. œuvres qui sont aussi distillées dans les aventures de notre chevalier noir préféré, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait enfin, on parlait de cette ambiance-là. Je pense que ça vaut beaucoup pour le scénario de ce jeu-là, qui d'ailleurs a été écrit par Paul Dini. On parlait de la série animée tout à l'heure. Tu parlais avec le casting vocal qui était repris de la série animée. On a aussi Paul Dini qui était quand même l'un des créateurs de la série et notamment scénariste pour plusieurs épisodes. Tu Toi, Siegfried, on t'a pas encore entendu. Du coup, je t'introduis avec Paul Dini, c'est plutôt pas mal. Tu penses que ça joue beaucoup l'écriture de Paul Dini dans ce succès de ce jeu vidéo? Clairement, déjà, il faut voir d'où on vient. En 2005 était sorti le précédent jeu Batman, qui était Batman Begins. C'est un jeu dont plus personne ne parle, qu'on a enterré aussitôt sorti parce que c'était une catastrophe. Le but du, C'était nul! le but de Batman Begins était de sortir exactement en même temps que le film Batman Begins, et donc c'était une espèce de pur copier-coller, vraiment médiocre, assez horrible à jouer, qui n'avait aucune idée. Enfin, c'était pas si médiocre, c'était un pur produit dérivé. C'est-à-dire tout ce qu'on n'aime pas dans un jeu, c'est le fait qu'il sorte en même temps que le film pour uniquement profiter du succès du film, mais sans aucune personnalité. Et c'est assez incroyable en fait que seulement 4 ans après, Rocksteady parvienne à sortir un vrai jeu avec un vrai univers, une vraie volonté de plaire aux fans et de créer sa propre continuité qui est pas encore trop appuyée dans Asylum, qui pourrait être un jeu un peu enfin qui pourrait être encore relativement en continuité, sera plus appuyé avec City, avec des personnages importants qui meurent, mais en tout cas il y a vraiment cette volonté de se distinguer en reprenant ce que vous avez dit, carrément le casting vocal et le scénariste. Enfin, on a quand même Mark Hamill qui vient pour doubler un jeu vidéo, c'est quand même plutôt pas mal, en plus de faire revenir évidemment Kevin Conroy et Arlene Sorkin. Et ouais, c'est pour moi de Paul Dini, c'est vraiment une bonne idée parce que bon, il partait déjà cette idée de faire un jeu sur l'asile d'Arkham, comme vous l'avez mentionné, qui est c'est une excellente idée pour faire une espèce de huis clos et justifier un enchaînement de monstres. Parce que mine de rien, faire un grand jeu dans une grande ville où on va affronter plusieurs vilains les uns après les autres, ça peut vite être très linéaire et d'ailleurs ça peut être un problème auquel seront confrontés les jeux vidéo suivants. Alors que là, ça fait une structure relativement linéaire, mais avec un petit peu d'exploration quand même. C'est très pratique pour faire une atmosphère cohérente du début jusqu'à la fin du jeu, sans risquer de se perdre dans plein d'atmosphères pour faire plein de lieux différents. Et avoir un bon scénariste pour ça, c'était important parce que justement, ça aurait été tentant de ne pas faire appel à un grand scénariste, de se dire, comme c'est un jeu linéaire où on va être en huis clos, bah finalement on peut le faire, on n'a pas besoin de quelqu'un pour avoir ces idées-là. Et faire appel à un scénariste seulement pour juger quel vilain on va mettre et quel vilain on ne va pas mettre. Par exemple, au début, ils avaient quand même prévu de mettre Freeze ou le Chapelier Fou, et ils ont décidé de pas les mettre parce que finalement ça rompait un peu la cohérence du récit. Ils se centrent autour d'une succession de petits super vilains, mais dans une succession assez logique pour mener à des grands affrontements finaux. Et surtout cette idée de scénariser, ça permet aussi d'avoir plein de petits dialogues assez savoureux où on sent vraiment la personnalité de chaque super vilain, enfin y compris Zaz au début, qui est pourtant un super vilain ô combien secondaire. Ça donne déjà lieu à une introduction assez forte dans cet univers. Évidemment, les premières piques que se lancent Batman et le Joker quand Batman escorte le Joker Ouais, la enfin, scène d'introduction est la scène déjà d'introduction, magnifique. elle est extrêmement forte. Et voilà, c'est là aussi qu'on sent l'intérêt d'avoir fait appel à un grand scénariste, y compris là, dans un jeu où il y a quand même pas tant d'histoire que ça, mais pour écrire, pour penser toutes ces petites choses et créer cette cohérence du tout, c'est
Enfin, c'est assez incroyable, effectivement, on ne s'étonne pas que du coup ça ait eu le succès que ça a eu, très très loin de ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait un pur jeu fanservice, et on ne louera jamais assez Warner d'avoir fait quelque chose de relativement impensable, qui est d'avoir donné à ce point presque carte blanche à un studio pour développer son jeu Batman, un pur jeu pour les fans et en y mettant les moyens. Oui, clairement. Clairement, en plus, comme tu l'évoquais, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de vilains qui apparaissent. Alors, moins que dans les suites qui vont suivre, on en parlera plus tard, mais on a quand même des personnages. Bon, il y a Zaz, que tu as déjà cité, mais Killer Croc, on a Poison Ivy, on a on a Bane. bon, Bane qui Après, apparaît t'as aussi. énormément de guests. Hein. T'as vraiment le Chapelier, il est en guest. Calendarman, tu le retrouves enfermé quelque part. Enfermé, ouais. Doppeldy et Doppel machin, là, les deux jumeaux, là. Il y a Tweedledee et Tweedledum, ouais. Ouais, à chaque fois, En fait, les personnages en guest, tu les as à travers des épreuves de l'homme mystère où il faut que tu retrouves des éléments qui sont cachés dans le décor. Et les éléments, ils sont associés à une énigme, genre de quoi un oiseau a besoin quand il pleut. Bon, bah évidemment, c'est un pingouin, et donc il faut que tu retrouves le set de parapluie du pingouin qui est caché dans le décor. Et donc ça te demande aussi de fouiner. Et si tu fouines, bah voilà, c'est de la petite récompense de fan. Ça va te permettre de choper de l'XP et donc de pouvoir faire de l'upgrade de ton personnage et d'avoir des skills pour faciliter un peu les bastons, parce que on va dire du mal du système de combat à un moment de ce jeu quand même. Et, et du coup, il y a quand tu joues le jeu et quand tu fais des recherches à l'intérieur d'Arkham, bah il y a l'histoire de comment il s'appelle, Monsieur Arkham, qui est caché. Amadeus, merci. Il y a des références à, il y a un Gordon qui est bodybuildé, mais il y a aussi des photos de lui qui sont cachées, par exemple dans l'asile et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses pour ceux qui connaissent bien l'univers de Batman. Il y a il y a énormément de choses. Énormément. D'ailleurs, tu parlais du fait qu'il y avait des défis dans chaque zone ou dans chaque pièce du jeu où il fallait photographier certaines zones. Qui n'a pas photographié au pif des zones pour essayer de voir parce qu'on trouvait pas l'énigme? Bah attends, mais moi, il y a des trucs genre le poster de Solomon Grundy, il est assez facile à trouver. En revanche, la tour Wayne, bah, j'ai galéré pour la trouver. Franchement, j'ai dû prendre des photos un par un de tous les bâtiments de la ville que tu as dans le décor. C'est vrai, ouais. Et en plus, je crois que tu peux la voir que d'un certain angle ou un truc comme ça. Mais oui, en fait, elle est une fois que tu es dans le bon angle, elle est évidente. Mais moi, j'ai pris tous les immeubles de l'île, c'est sûr. Il a fait tout Gotham. Elle est où? Non, mais c'est vrai. On parlait du système de combat parce que c'est ce qui est vraiment marquant sur cette licence. Ce qui est frappant quand tu refais le premier, donc je ne sais pas qui d'autre à part moi a fait ses devoirs. Hein, qui est professionnel dans cette émission? Alors moi, j'ai pas rejoué, mais j'ai rejoué à la version remasterisée il y a pas longtemps. En fait, il est très raide comme le système de combat. C'est-à-dire que dans le suivant, à partir du moment où tu as mis un coup de cap à un ennemi, il est un peu KO et il y a un système de raclée où tu peux l'enchaîner. Là, le système de combat d'Asylum, c'est vraiment qu'il faut que tu mettes un coup ou une esquive à un ennemi et que tu passes à un suivant. Tu peux pas défoncer un mec dans un coin parce que ça marchera pas en fait et tu vas perdre tes combos et ce genre de choses. Le système de combo est pas si il y a beaucoup plus je vais pas réussir à faire cette phrase, donc je change, regarde subtilement. Il y a beaucoup plus de récompenses dans le système de combo d'autres jeux où ça va te sortir des animations, ça va te sortir des trucs où tu peux péter 3 ou 4 mecs d'un coup, alors que là, le système de combo, il va juste te permettre de choper un malfrat que tu as un peu mis KO et le jeter sur d'autres malfrats. Et le jeu est beaucoup plus technique, en fait, dans son approche des combats. Et c'est vrai que pour avoir... Là, du coup, j'ai survolé, j'ai fait 60% d'Asylum, j'ai fait un peu d'Arkham City et un peu de Dark Knight pour vous, hein, pour ce week-end j'ai fait ça. J'ai expliqué à mon fils de 7 ans que je jouais pas aux jeux vidéo, c'était pour le boulot. Et du coup, tu remarques à quel point les suivants vont être fluides et vont être vraiment un défouloir que tu peux prendre en main rapidement. Et en plus, tu peux utiliser tes gadgets de façon rapide à l'intérieur des combats. Alors que non, le premier est quand même très technique. Et si tu loupes ton enchaînement, bah, tu peux rapidement te faire ratonner par des mecs qui ont des barres de fer, des couteaux et des trucs électriques, quoi. Contre Bane, tu prends cher, hein, même contre le Joker bodybuildé, tu prends cher quand tu te loupes. Hein. Ouais, et encore que, moi je pense que c'est l'un des défauts du jeu, justement, parce qu'on parle des petits défauts, du coup, Matt a enchaîné sur la partie négative du jeu, mais bon, ils sont très peu nombreux, mais je trouve que au final,
les combats contre les boss, c'est-à-dire contre Poison Ivy, contre Bane, contre Joker, etc., sont peut-être un petit peu, je sais pas, je trouve qu'il manque de dynamisme, ils sont un petit peu raides, ou en tout cas, ils sont pas hyper intéressants. Quand tu vois à côté, les combats, c'était vachement intéressant, le scénario, l'histoire, tu développes le truc, c'est hyper bien réalisé, et puis les combats, c'était assez répétitif, assez simple en fin de compte, une fois que tu as trouvé comment faire, bon, enfin, je trouve qu'il n'y ait pas ce même, Il y a un vrai truc de Bruce Wayne, en fait, tu dois vraiment t'entraîner pour pouvoir te dépasser, pouvoir devenir plus fort que les méchants, parce qu'en fait, tu es limité dans tes mouvements et qu'il n'y a que le fait que tu connaisses parfaitement la technique du jeu qui va te permettre d'appréhender ces combats-là, en fait. Ouais, c'est sûr, mais je trouve que les combats contre les boss sont pas le point fort du jeu, en tout cas, tu vois. C'est vraiment le côté, c'est le moins plaisant du jeu, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas, t'as l'épouvantail qui est quand même plutôt sympa. Alors, je Ouais, sais pas, quand moi, tu tournes autour, ouais. ouais, mais enfin, t'as quand même l'idée d'explorer les cauchemars pour le vaincre. Et puis, surtout, il y a l'idée qu'il soit teasé pendant pratiquement tout le jeu avec plusieurs séquences de cauchemars avant l'affrontement final, qui est quand même plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé Ivy ou Killer Croc aussi, qui sont. Enfin, Alors, on n'a pas je veux que dire, du bon. pas en tant que leur rôle dans l'histoire, hein, Oui, en tant que boss, qui oui, est, oui, en tant que. ouais, juste en tant que boss à battre, je trouvais que les combats, en tout cas, étaient pas hyper intéressants et que c'est limite le truc qui m'a le moins plu dans les jeux. Après, tout Ouais, ce ils sont qui est à moins côté, bien intéressants sûr. que dans City, c'est sûr, qui portent vraiment les combats de boss très 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 loin. Mais globalement, effectivement, la plupart sont pas très très convaincants. Mais voilà, on a les pointages j'ai bien aimé. Et puis Ivy ou Killer Croc avaient quand même un petit quelque chose. Enfin, il y avait une volonté quand même de faire un truc original, même si c'était pas tout à fait abouti et qu'ils iront plus loin après. Mais ça m'avait pas attendu plus que ça. Tu as dit Ouais. son nom, est-ce qu'on peut parler de Batman Arkham City, le deuxième jeu de la licence? Alors oui, on peut, et en même temps, parce que de toute façon, je voulais évoquer un dernier point, mais qui est commun Non à mais tous j'ai pris le les pouvoir, jeux Nico, c'est Batman. fini. J'ai pris Mais le c'est ça. pouvoir, tu Mais peux c'est t'arrêter. ça, quand on invite quelqu'un qui a l'habitude de présenter les podcasts, c'est parce qu'on veut lui laisser la main. Non, mais par contre, je voulais évoquer justement les défis de l'homme mystère, mais c'est commun aux trois, donc on peut l'évoquer maintenant en transition sur Arkham City, qui d'ailleurs va nous présenter une carte. Bon, on reviendra plus tard. Les défis de l'homme mystère pour vous, vous avez trouvé ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui se plaignent un petit peu du fait que c'était peut-être un peu redondant, trouver 150, je crois qu'il y en avait 150, c'est comme les Pokémon, non? Défi de l'homme mystère, bon, c'était un petit peu relou. Moi, je sais que je suis assez complétiste sur ça, je les ai fait jusqu'au bout pour avoir mon petit trophée PS4, tu vois, mais Bah, je sais après, pas ça si... fait un petit truc à faire, ça fait une espèce de seconde aventure entre guillemets quoi. Si t'en as marre de faire le scénario principal, bam, tu basculais sur les énigmes de l'homme mystère ou des choses comme ça. Ouais, c'est comme ça que Ouais. ouais, moi j'ai tout fait à Moi, la je le fin. faisais comme ça, ouais, quand j'en avais marre de faire l'histoire principale, hop, tiens, tu fais un peu d'homme mystère et après tu repars. Ouais, moi je trouvais Parce que que t'as... Ça change un peu. c'était assez équilibré, ça permettait de monter rapidement en expérience et donc de développer des capacités. Mm. Du coup, ça permettait quand tu bloques dans une salle ou dans un combat, d'aller faire Hmm. quelques défis hommes mystères, tu passais de niveau, tu récupérais un peu d'équipement et puis ça permettait de booster un peu ton personnage, c'est pas mal. Et en plus, il y avait un côté qui pouvait s'adapter aux joueurs sur ce truc-là. C'est très facultatif, donc t'es pas du tout obligé de les chercher. Si tu as envie Ouais. de les chercher, tu peux le faire. Et rapidement dans les différentes zones du jeu, tu vas avoir accès à une carte qui va t'indiquer plus ou moins où est-ce que tu peux chercher les défis. Et donc tu peux le faire soit passer complètement à côté, soit le faire en version hard où tu cherches toi-même, soit demander au jeu d'avoir une petite assistance et de pas forcément aller chercher une solution sur internet pour avoir besoin de récolter tous tes trucs quoi. Donc ouais, moi je trouvais que c'était plutôt bien intégré au jeu quoi, vraiment. Ouais, moi je trouvais Ouais. ça hyper intéressant aussi, Et mais puis c'est vrai que c'était. ça pourrait être un peu redondant parce qu'il y en a beaucoup. Mais je crois que c'est 150, mais je suis pas sûr. Mais il y en a beaucoup et donc je sais que certaines personnes bon, s'en plaignent en plus vu que Ouais, il y en a certains qui étaient un peu tordus, comme disait Matt tout à l'heure, pour la photo de ouais, l'immeuble ouais, de l'immeuble Wayne, de bah, Wayne t'es Tower. obligé d'être dans un, voilà, la Wayne Tower, t'es obligé d'être dans un angle bien précis, dans un machin. Oui, ça pouvait être chiant, clairement, parce que des fois, je pense que tu devais passer des heures et des heures à essayer de choper la bonne photo, alors qu'il fallait juste te décaler d'un centimètre.
Ça, oui, c'est Après, c'est un frustrant. truc de développeur, hein, ça te permet aussi de refaire de la. Parce qu'il y a des trucs, il y a des trophées, tu passes, t'as pas encore le bon gadget, donc tu peux pas y Ouais. accéder, et du coup, C'est tu es obligé ça. de refaire le parcours une deuxième fois. Ça te permet d'allonger aussi un peu la durée de vie du jeu si tu veux compléter vraiment ces défis-là. Voilà, si t'as kiffé ton jeu et que t'as pas envie de te faire un New Game Plus, ça te permet de continuer ton aventure tranquille, quoi, c'est bien. Mais ce qui est bien, D'ailleurs, c'est que Vas-y, Pelli. par exemple, pour Arkham Asylum, ce qui est bien, c'est que malgré le fait que le jeu ait 11 ans, bah, tu y joues maintenant, il a pas pris une grosse claque, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait jouable maintenant, il y a aucun souci. Il a pas mal vieilli, quoi. C'est peut-être mis à part au niveau du graphisme, mais au niveau de la jouabilité, ça va. Mais surtout, en fait, tu tolères. Ce qui est compliqué, c'est de passer de l'un à l'autre, ce que j'ai fait là ce week-end. Du coup, quand tu as commencé à mettre 2-3 raclés Ah bah oui, dans Arkham Knight et que tu reviens à c'est ça. Asylum, c'est chaud. En revanche, on tolère. Enfin, je trouve que c'est un jeu de son époque, hein, évidemment. C'est quand même un faux monde ouvert et un jeu à couloir scénarisé. Mais en fait, quand tu le refais aujourd'hui, il y a aussi la promesse d'ouvrir cet univers-là avec d'autres jeux qui sont plus modernes derrière. Et je sais pas, enfin, tu tolères en fait de passer par ce truc qui est techniquement un peu plus limité parce que ça te permet d'être le premier film d'une saga. Bon, bah, il a un peu vieilli parce que c'est le premier. Puis après, tu sais qu'il y a les suites qui arrivent et qui continuent toute la saga et qui sont bien. Bah, c'est pareil avec le jeu vidéo, quoi. Et voilà, je trouve qu'il s'intègre bien dans ce truc-là. Et le fait d'être un peu guindé, d'être un peu raide, d'arriver derrière sur City, qui est un monde un peu plus ouvert, de revenir sur Origins dans un monde, et puis d'avoir la version moderne avec Arkham Knight, bah, te permet d'avoir une vraie grosse aventure de Batman. Et puis voilà, enfin, tu vis aussi l'évolution de ton personnage à travers l'évolution technique du jeu, quoi. Bruce Wayne, il était un peu pâteau quand il a commencé, tu vois, il a pas toujours été très bon. oui. Ah, mais c'est vrai C'est que ça. tu as une vraie évolution dans le gameplay. Bon, c'est aussi dû à l'évolution voilà, des technologies, du développement, etc. Mais comme tu disais, quand tu repasses de City ou de Arkham Knight à Arkham Asylum, bon, tu as des petits réflexes qui passent plus. Ça passait pas à l'époque. Mais, Attends, mais les gadgets sont pas dans le même ordre sur la croix. J'ai galéré. oui, c'est vrai. C'est vrai. Même, je crois, pour sortir le bas de grappin, c'est pas le même bouton. Enfin, bref. C'est un peu évolué, mais bon, ça, c'est une question d'habitude. Quand tu as fait 2-3 combats, après, ça repart. Ouais, puis D'ailleurs, essayez de passer d'un Assassin's Creed 3 ou 4 à Assassin's Creed 1, vous verrez que le choc est beaucoup plus dur. Pour le coup, en comparaison à Asylum qui est sorti à peine après Assassin's Creed, il a quand même beaucoup mieux vieilli. Tu connais, toi, Siegfried, cette frustration de s'accrocher à un mur, de vouloir se balancer au mur d'à côté et qu'en fait ton personnage retombe tout en bas. Elle est horrible. Ah oui, là, Assassin's Creed, il est devenu injouable une fois qu'on a joué au suivant, alors qu'Asylum, il reste encore. Enfin, il était vraiment assez révolutionnaire pour l'époque, et ça, il faut vraiment l'apprécier. On est vraiment dans les jeux de la fin des années 2000, et il y en a pas beaucoup qui se rejouent avec autant de plaisir. Enfin, il y a BioShock qui sort juste avant, mais clairement, ça enfin, c'est chouette d'avoir un jeu à licence qui soit une espèce de révolution vidéoludique, parce que des jeux purement à licence, c'est quand même pratiquement un apax de pousser aussi loin autant de concepts. Et puis même au-delà de la jouabilité, même scénaristiquement, ils sont. Oui, ça va, c'est pas, ça part pas dans du what the fuck, mis à part sur certains petits trucs, mais voilà. Ah, mais Paul Dini, c'est du scénario cohérent. C'est du scénario cohérent. Après, moi j'ai un peu plus de mal carrément avec une Arkham. histoire qui pourrait être retranscrite en comics, tu vois. Tu sens que c'est vraiment un truc qui a été réalisé dans ce sens-là. J'avais eu beaucoup plus de mal avec Arkham City, le concept de ville Arkham, ça me plaisait un peu moins. J'ai vraiment du mal avec ce concept-là. Ouais. Mais alors juste avant de basculer totalement sur City, on n'a pas évoqué parce qu'on a parlé beaucoup des combats, mais il y a aussi une autre phase très importante dans les jeux Batman Arkham, c'est les phases d'infiltration. Qui, alors, elles, au final, n'ont pas trop vieilli entre les jeux. Je trouve que c'est plutôt... Quand tu joues à Metal Gear Solid, tu peux faire toute phase d'infiltration possible. C'est au taquet après. Alors moi, je suis assez petit bras dans les trucs de... J'aime bien jouer à un jeu vidéo, mais j'aime bien gagner quand même. Donc j'ai tendance à plutôt les faire en medium ou en easy, tu vois. Enfin, le défi, les trucs à la Dark Souls et tout, ça me ressemble pas trop. Et là, pour l'expérience, je l'ai fait en hard.
Et oui, j'en suis au stade où quand tu t'accroches aux gargouilles, elles explosent, où les mecs vont avoir vont penser à regarder en l'air pour te trouver, ce genre de choses, donc ça devient un poil plus compliqué. Et pour le coup, c'est punitif. S'il y a un mec qui te repère, tu prends 2 balles et c'est fini, il faut tout recommencer, quoi. Ouais, c'est mort. Et là, t'es vraiment Batman, quoi. T'es tapis dans l'ombre et puis t'attends que le mec vienne et puis le mec vient pas. Et t'as pas de bouton pour siffler. C'est pas Assassin's Creed, tu peux pas siffler pour que le mec vienne voir dans le buisson. Mais voilà, il faut avoir l'amélioration avec le Batarang Sonic, machin. Mais et encore, dans Asylum, je sais pas s'il y était. Je crois qu'il y était, non? Je crois, parce que pour étourdir le Joker à la fin, tu dois avoir un Batarang Sonic. Ça l'étourdit, du coup tu peux l'enchaîner après. Et voilà, le mec balance des spoilers comme ça, sans prévenir. Ça va, on apprend le Joker à la fin, le méga spoiler. La prescription, et puis voilà, Batman combat le Joker à la fin du film. Ouh on a vu pire. Ah ouais. Par contre, après, s'il y avait un point négatif, je pense, à retenir de toute la saga Arkham, c'est par rapport à l'utilisation du Joker. Moi, c'est pas ce que j'aurais. Ouais, il est surexploité. Et limite dans Arkham Knight, même s'il est bien exploité, son utilisation elle est correcte, mais quand tu le vois arriver, tu fais oh non encore, tu fais putain merde, on s'en était débarrassé là. Attends, là ça spoil. Là. Alors qu'on n'a même pas fini Asylum. On est scène d'ouverture d'Arkham Knight, et on va parler de City parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit City, on change de sujet, mais on va en parler. Ouais. La scène d'ouverture d'Arkham Knight, c'est quand même le joueur qui doit appuyer sur un bouton pour se débarrasser du Joker. Et spoiler, quand tu appuies sur un bouton, tu lances le four crématoire du Joker. Donc tu t'en débarrasses dès le début du jeu. C'est comme ça que tu rentres dans Arkham Knight, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, vous savez que moi je suis dans mes anecdotes là, vite fait. Ils ont utilisé un vrai four crématoire? Non, j'avais vraiment un mec dans le four. Non, mais pour le son, quand tu rentres dans les conduits d'aération, etc., l'ingénieur son qui s'occupait de cette partie-là a enregistré ce son avec son réfrigérateur chez lui, perso. Donc ça, c'est pour le côté fait maison. Fait maison des développeurs. Est-ce que quand on arrache des grilles de ventilation, il a arraché des grilles chez lui? Alors ça, c'est pas dit. Ça, j'ai pas eu de source pour ça. Par contre, je sais comment ils ont fait le son du gel explosif quand ils le pulvérisent. Est-ce que vous avez ça a rasé. Crème chantilly. Ouais. C'est 3 crèmes chantilly en même temps. Enfin, 3 pots. S'il y a un son que je retiens, c'est son de la crème chantilly. Ça et le décapsulage de bière, t'inquiète pas. Ça par contre, c'est pas dit que c'est utilisé dans la série Batman Arkham. Peut-être pour le four, je sais pas. Pour la crémation du Joker, à voir. Et si on passait au Batman Arkham City? Bah ouais. Oh non, on n'a plus envie. On n'a plus envie, hein. C'est comme quand tu te couches, une fois que t'as passé ton heure, c'est plus l'heure. Écoute, Matt, je te sentais chaud. Est-ce que tu veux enchaîner sur City? City, c'est un jeu qui est hyper. J'adore l'intro de City, puisqu'en fait, l'histoire de Arkham City, c'est qu'il y a un quartier de Gotham qui a été privatisé pour devenir une sorte de prison à ciel ouvert, qu'il y a Bruce Wayne qui vient se mêler de tout ça et faire un discours pour dire que c'est pas une bonne idée, et pour une raison que vous découvrirez en suivant la scène cinématique d'introduction, il se fait capturer. Et il est du coup incarcéré lui aussi à Arkham City. Et donc le jeu commence. Vous êtes Bruce Wayne, vous portez des menottes et vous allez devoir d'abord mettre des petits coups à des méchants qui sont autour de vous et surtout trouver une solution pour redevenir Batman. Et il y a du coup une petite partie d'introduction qui va conduire jusqu'à un moment où Bruce Wayne va devenir Batman pour lancer le jeu. Et je trouve cette partie du jeu tout à fait réjouissante. J'étais bien cinématographique et j'avais un sentiment de puissance quand d'un seul coup je deviens le super-héros, j'enfile mon costume, le truc arrive avec... Enfin bref, vraiment j'aime beaucoup cette intro de jeu.
Et du coup, il y a encore une fois une histoire à suivre avec un truc à aller chercher à droite ou à gauche. Ce qui change, c'est que c'est un monde ouvert. Alors, c'est un quartier qui a été fermé par des murs d'enceinte. C'est pratique pour des développeurs. On peut pas sortir du périmètre du jeu. Et puis, ce qui est pratique pour les développeurs, c'est que c'est une ville qui a été privatisée pour devenir une prison. Donc, en fait, tous les gens qui sont là sont des méchants. Donc, vous pouvez latter un peu tout ce qui traîne dans les rues sans avoir peur de ne pas protéger la veuve et l'orphelin. Et il y a Tout à fait. le système de jeu est délinéarisé parce qu'il y a des quêtes annexes qui vont s'ajouter au jeu à la carte. Par exemple, il faut répondre à des téléphones qui sonnent pour lancer la traque de Zaz qui est en train de torturer des gens quelque part dans la ville. Il faut retrouver la trace de... Il y a une cartouche qu'on retrouve à un endroit... dans un mur et visiblement c'est un tir impossible qui a été réalisé. Alors dans l'univers de Batman, qui peut faire un tir impossible, je ne sais pas. Il y a du coup des quêtes, d'autres quêtes à suivre comme ça sur la carte qui permettent de casser un peu l'impression de scénario linéaire et de donner une impression de liberté aux joueurs. Voilà. Après au-delà de ça, il y a encore une fois les défis de l'homme mystère. Alors visiblement l'homme mystère s'est allié avec d'autres personnages de la carte, puisque parmi les défis de l'homme mystère, il faut péter des ballons, du Joker qui sont un peu partout sur la carte, enfin ce genre de choses. Il y a une sorte de vilain United pour faire des quêtes annexes dans ce jeu. Et du coup, il y a le système de combat qui devient beaucoup plus fluide et qui permet d'introduire notamment l'utilisation rapide de gadgets en combat, donc d'utiliser le bat de grappin pour désarmer des mecs, de poser du gel explosif au sol ou de lancer des batrangs pendant les combats. Et il y a ce système de raclée qui fait que si vous mettez un coup de cap à un personnage, il va être un peu étourdi et là vous pouvez l'enchaîner et les coups deviennent beaucoup plus rapides. Et il y a quelque chose de vraiment jouissif à plus tu appuies sur le bouton, plus les coups de Batman vont s'accélérer dans une espèce de rythmique. Et c'est un système de combat. Comme le Robert Pattinson dans le trailer qu'on a vu au DC Fandom. Par exemple, ouais. Par exemple. C'est vrai que le Batman, le Batfleck était beaucoup plus Arkham Asylum dans sa façon de se battre, où il enchaînait des mecs avec des coups bien fat un par un, alors que oui, Pattinson va maraver un pauvre gars de façon fort sale. T'as vu que cette scène en plus elle est ouf parce qu'elle joue sur rien, c'est juste le bruit en fait de la scène qui fait toute la puissance du Batman. Ça c'est énorme quoi. Et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire, ça ne devait pas être très très intéressant encore une fois. Non, mais on est sur un jeu, du coup, on l'a pas dit, mais toujours développé par Rocksteady et surtout qui arrive 2 ans après la sortie du premier, en 2011 donc, et toujours scénarisé par Monsieur Paul Dini. Ce qui ne sera plus le cas par la suite. Pourtant si, puisqu'après il ne scénarisera plus les jeux Batman Arkham. Ouais, mais... Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il n'était plus au scénario des autres jeux au final. L'argent, encore une fois, l'argent toujours. Je crois, parce que bon, juste pour payer un scénariste, je crois qu'ils ont économisé ça. Juste pour payer un scénariste, le mec. Paul dit il touche le SMIC, ça va. Ça va, il a dit un scénariste. Putain. Non, mais il était à Paris Comics Expo. Après, à ce moment-là, il pouvait pas faire le jeu, donc il avait laissé tomber. C'est ça. Donc effectivement, alors que tu parlais beaucoup des quêtes annexes, ça nous permet de découvrir de nombreux autres personnages qu'on n'avait pas vus dans le premier jeu. Je pense à Mr. Freeze, je pense, on a parlé, en quoi que Zaz il était déjà là, mais il y a effectivement Deadshot, il y a, comment elle s'appelle, Double Face, il y a Catwoman qui va être jouable. Du coup. Ouais. Ça c'est aussi une nouvelle avancée dans l'aventure Arkham. De pouvoir alterner entre Batman et Catwoman. Et par contre, pour bien te faire chier, elle a ses propres trophées. Tu peux trouver des trophées de Catwoman que tu ne peux pas récupérer avec Batman. Il faudra que tu reviennes en Catwoman. Bon, évidemment, c'est des trophées qui sont roses, parce que bon, tu comprends, c'est une fille, lol. Mais oui, il y a un vrai intérêt à avoir Catwoman pour les complétistes. Elle a son propre système de jeu. Elle se déplace pas du tout comme Batman. Batman a un grappin qui lui permet de s'accrocher aux corniches et de s'envoler. Alors que pour Catwoman, tu vas devoir bondir de balcon en balcon avec une certaine rythmique. Si tu te loupes, elle montera moins vite et donc elle a plus de chances de se faire tirer dessus par des méchants ou ce genre de choses. Il y a un vrai gameplay qui a été imaginé pour Catwoman et ouais c'est cool, vraiment c'est cool. C'est encore une nouvelle évolution dans l'univers Arkham. C'est vrai que c'était cool. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec... elle a un vrai rôle dans le scénario, dans l'histoire du jeu, et on alterne entre les deux. On a même des combats où tu peux alterner entre les deux personnages.
Ça, c'est quand même assez ouf de découvrir ça. Et puis donc je disais oui les quêtes annexes et je sais plus où je voulais en venir non plus, donc ça devait pas être non plus très intéressant comme toi tout à l'heure Matt. C'est le podcast des mecs pas intéressants en fait aujourd'hui. Alors, après, il y a eu on parlait de DLC et autres. Il y a eu aussi un autre DLC avec Harley Quinn's Revenge qui arrivera plus tard où tu peux incarner Harley Quinn et Alors, en fait Harley Quinn's Revenge, justement parce que à la fin de Arkham City, un événement majeur, tu as déjà spoilé tout à l'heure, Pelli, mais moi oui, toi, c'est la fameuse, bon, et la prescription on peut le dire maintenant, la fameuse mort du Joker. C'est quand même assez rare de voir le Joker qui meurt pour de vrai. c'était couillu quand même. Enfin, il a posé ses balls sur la table. Parce que tuer le Joker, faut le faire. Ah, c'est quelque chose qui se fait pas Ah. beaucoup dans l'univers Batman en fin de compte. Et on a un Batman qui, en plus d'affronter cette menace qui n'est pas le Joker, la menace principale de ce jeu-là, va devoir se retrouver confronté à un Joker qui est malade, qui est mourant et qui techniquement n'a plus rien à perdre. Et ça change aussi la relation qu'ils vont avoir tous les deux, parce que tu sens, enfin, moi c'est l'impression que j'ai eu dans le jeu qu'il est quand même vraiment jusqu'au boutiste et il a un côté beaucoup plus effrayant, tu vois, parce que bah, il a rien à perdre, quoi. C'est son dernier combat, c'est vraiment son dernier run et il te le fait ressentir, quoi. Tout peut arriver. Oui, et puis il y a aussi ce petit coup de génie, j'ai envie de dire scénaristique, où le Batman et Joker vont être liés par le sang, puisque le Joker va infecter Batman de son sang empoisonné pour obliger Batman à trouver un antidote pour guérir le Joker et Batman aussi. Je l'avais oublié celle-là. Ah oui, parce que du coup, c'est aussi l'une des intrigues principales, parce on parle du Joker, il y a aussi toute la partie avec Hugo Strange. Doctor Strange, c'est autre chose. C'est pour ton autre podcast. C'est le podcast. C'est sur marvellegend.com. Mais non, mais effectivement, avec Hugo Strange, on a cette partie-là où justement lui veut profiter du fait que tous les vilains sont sur la ville Enfin bon, il y a encore un autre. Alors, est-ce qu'on peut dire. On dit tout ou pas? On dit tout? On dévoile tout? Au point où t'en es, vas-y. Ouais, parce que en fait, derrière Hugo Strange, il est en fait manipulé par Ra's al Ghul qui profite de l'occasion pour tuer tous les prisonniers de Arkham City. Du coup. Donc c'est le petit revirement de situation à la fin du run avec Hugo Strange. Alors, j'ai pas refait celui-là jusqu'au bout. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le suivant, mais il y a un des deux jeux qui, je crois que c'est celui-là de mémoire. Je vais dire une bêtise peut-être, mais qui joue vraiment avec l'héritage des Wayne aussi, avec cette tour centrale qui est liée au grand-père de Batman. Enfin, il y a un vrai truc d'héritage, en fait. Il y a un vrai truc qui ancre la famille Wayne dans la légende de Gotham et il y a plein de quêtes qui te permettent de développer vraiment ton univers, en fait. Par exemple, la quête de Zaz, il est au téléphone et il parle de pourquoi est-ce qu'il est devenu un tueur psychopathe, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'intéressent au lore, à l'univers de Gotham, de Batman et tout. Il y a peut-être de quoi faire des livres même sur ce chevalier noir. Je ne sais pas qui pourrait s'occuper de ça. Mais oui, c'est assez intéressant de voir que ça aurait pu être simplement une suite et un jeu d'action qui commence à montrer les faiblesses de son écriture, parce qu'en fait, on est sur une carte qui est tout le temps la même, mais qui au fur et à mesure de l'aventure, pour que Batman ne devienne pas surpuissant par rapport aux ennemis qui sont sur la carte, les ennemis vont monter en gamme. C'était déjà le cas dans Asylum, où d'abord tu as des gardes normaux, ensuite, enfin des détenus normaux, ensuite tu as des détenus qui sont fous, qui vont se jeter sur toi, ensuite tu commences à avoir des spores de Poison Ivy qui vont t'attaquer. C'est pareil dans Arkham City avec les gardes Tiger qui vont aussi s'équiper, monter en gamme et qui vont commencer à être de plus en plus compliqués à appréhender. Les gardes Tiger, pour ceux qui se rappellent pas, c'est les gardes qui gèrent la prison d'Arkham. Ouais. Pardon. Et du coup, juste pour... cette histoire de monter en gamme des ennemis sur la carte, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement redondant et qui, par exemple, moi, m'a un peu gonflé sur le dernier jeu. Je trouve que la mécanique commence
à ce moment-là à ronronner. Et c'est l'écriture vraiment qui sauve le jeu. Et puis bah voilà le côté réjouissant du gameplay où tu peux commencer à mettre des raclés de façon hyper rapide et hyper dynamique à tous les mecs qui sont sur la carte, quoi. On sent que t'as aimé mettre des raclés le matin. Oui, et en fait, c'est un système de jeu que j'aime beaucoup. Le système de quand tu commences à latter un mec, les coups s'accélèrent et ça devient, et voilà, t'as ton personnage qui défonce un type. Et ça m'a fait bizarre de le voir intégré dans d'autres jeux. Tu vois, t'as exactement le même système dans le jeu vidéo Mad Max, par exemple. Tu l'as dans Shadow of the Mordor, qui est pour le coup un vrai best-of des jeux vidéo puisque t'as des notions d'Assassin's Creed, de Batman là-dedans. Enfin, Ils ont pioché un peu partout. C'est ça, c'est un best-of de tous les jeux que tu as aimé les 3-4 années précédentes. mais ouais, ce système de combat est tout à fait. Tu dis, bon, allez, il est 1h du mat, j'ai peut-être assez joué, je vais éteindre. Allez, je me refais une bande, vite fait. Oh, c'est allé vite, allez. Je vais retaper de la racaille. Et puis c'est pareil, la façon dont il y a une bonne idée là-dedans, c'est la façon dont les énigmes de l'homme mystère sont intégrées. T'as plus une carte à trouver. Mais l'homme mystère, il a des indicateurs. Et là, c'est à toi de choisir dans les groupes de racailles que tu vas trouver dans la rue. C'est pas du tout politisé quand je dis racaille, hein, c'est juste pour dire méchant. Oui. Dans les groupes de racailles qui se trouvent dans la rue, t'as un mec qui va apparaître en surbrillance si tu le regardes avec ton œil de détective et qui en fait est un indique de l'homme mystère. Et après, en tant que joueur, c'est à toi de choisir. Si tu défonces ton groupe de racailles tranquillement, bah tu fais ta baston et tes points d'expérience. Mais si tu gardes ce mec-là pour la fin, qui reste que lui, là tu as la possibilité de passer en mode interrogatoire et lui il va te révéler où sont cachés un peu les secrets de l'homme mystère autour de toi sur la carte pour que tu puisses aller les choper. Donc encore une fois, il y a une assistance aux joueurs qui est possible et qui permet de pas se précipiter sur des solutions sur internet pour aller compléter le moindre défi, mais qui permet aussi de passer complètement à côté si ton truc c'est vraiment de chercher dans les recoins les secrets qui ont été posés là par les développeurs. Et je trouve qu'encore une fois c'est une façon plutôt intelligente de jouer avec la notion d'indice sur la carte pour aller chercher ces petits collectibles, quoi. Encore une fois, tu peux soit passer complètement à côté, soit aller chercher de façon hardcore, soit demander au jeu une petite assistance pour trouver tout ce truc là, quoi. Et c'est plutôt bien pensé. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est vrai que ça vient toujours dans la même idée comme dans le premier jeu où tout est tellement très complémentaire en fait. Et tu as cette évolution constante on parlait des XP tout à l'heure où tu as des gadgets en plus qui arrivent, des améliorations, ton costume, ton bas de grappin, tes batarangs, des nouveaux combos. Enfin, tu as une évolution constante de ton personnage et de ton jeu en fin de compte qui fait que tu as toujours envie d'aller plus loin, de continuer à... C'est un peu... j'ai pas le mot exact, mais c'est un peu addictif, quoi, comme système. Bah ouais, c'est ça. Et puis t'as toujours un truc à aller faire. Si tu te mets, C'est ça. tu T'as finis un jamais rien groupe, à tu te faire, fous ouais, sur c'est une clair. corniche, tu vas voir au loin la petite couleur orangée. Tu passes en mode détective, puis tu vois au loin qu'il y a la petite couleur orangée d'un point d'interrogation du Sphinx que tu peux aller chercher là-bas, ou tu vas voir qu'il y a un ballon, ou tu vas d'un seul coup, il y a un téléphone qui se déclenche parce qu'il y a Zaz qui est en train de torturer quelqu'un dans le coin, ou il y a plein d'événements aléatoires qui vont se déclencher dans la ville. Il y a Azrael qui fait une apparition aussi vite fait. Ouais. Il y a plein de trucs. En fait, tu peux te balader dans cette ville et t'as un peu une impression de vie. En fait, il se passe des trucs autour de toi qui font que t'es pas que dans une aventure linéaire. Il se passe des choses autour qui vont te dire attrape-moi si tu peux, en fait. Ouais, c'est clairement ça. Après, moi, je sais pas vous, votre avis personnel, mais moi, City, pour moi, c'est le meilleur, hein. C'est celui que j'ai le plus kiffé faire et découvrir parce que on est toujours dans un monde un peu restreint, donc dans Arkham City, et en même temps, il a les évolutions qu'il manquait à Arkham Asylum, avec plus de persos, les quêtes annexes, tout cet environnement-là qu'on n'avait pas dans Asylum. Quelques défauts, on reviendra peut-être après justement quand on va parler des deux autres, mais que n'a pas forcément City. Et je trouve que c'est pour moi celui qui est le plus réussi des quatre, en tout cas Batman Arkham principaux. Siegfried, on t'a pas beaucoup entendu sur City. Ouais, parce que moi j'ai préféré Origins, donc justement je me réserve pour quand on parlera de celui-là. Le jeu maudit. Exactement. Pourquoi maudit? Bah, moi, quand je lis des critiques sur la série, c'est souvent sur Origins que je lis le plus de mauvaises critiques. Et pour le coup,
pour le coup, moi, j'aimais bien Origins aussi, notamment pour sa variété de boss et le fait que chaque rencontre avec un boss était une aventure où il fallait vraiment que tu comprennes comment ça fonctionnait et que il y avait un peu de recherche, sauf quand il y a des petites surprises. Et du coup, oui, je trouvais que ça cassait un peu la. Effectivement, c'était la même carte que City, ce qui lui a un peu été reproché, mais il faut dire il est sorti très rapidement après, si je ne dis pas de bêtises, il y a un an entre les deux. 2 ans. En 2 ans aussi? Bon bah voilà, tu vois, j'ai encore dit une connerie. Aussi. Bah non, J'aurais mais... encore dit une bêtise. Mais oui, j'aime plutôt bien les deux. Moi, j'ai vraiment du mal avec Arkham Knight. Mais voilà. Oui, je trouve que les gens sont souvent durs avec Origins, justement, que je trouve Origins, injustement décrié. je pense qu'on peut basculer sur Arkham Origins qui lui était sorti donc sur PC, Wii U et PS3 et donc en octobre 2013, donc soit 2 ans après Batman Arkham City, toujours développé par Rocksteady. Non, pardon. Non, Origins, c'est Warner Bros. Montréal. Celui-ci est développé par Warner Bros. Montréal, effectivement. Et Donc justement, c'est juste... ça participe à sa malédiction, puisque maintenant on voit beaucoup marketer la trilogie Arkham, et la trilogie Arkham, ben, c'est Origin, City et Night, et on a l'impression qu'Origins n'existe simplement plus, parce que la trilogie Arkham, ça sous-entend la trilogie Arkham telle que développée par Rocksteady, et en fait ça écarte justement un jeu qui appartient complètement à la continuité, mais simplement qui n'a pas été développé par le studio. Il fait clairement partie de la même continuité, il a été développé, donc bon, je vais te laisser présenter le jeu, le synopsis, Siegfried. Puisque c'est ton opus préféré, vas-y. Bah oui, puis dis-nous pourquoi tu l'aimes bien. Alors, ce qui faisait peur au début, c'est que donc on change de studio, on abandonne tous les doubleurs, donc plus de Kevin Conroy, plus de Mark Hamill, etc., plus de Paul Dini. Donc effectivement, ça fait un peu peur. On se dit mince, ça y est, on va commencer on va commencer à faire des jeux opportunistes, on va juste reprendre le même système pour faire du copier-coller pas intéressant. En plus, c'est la même map que City. Bon, déjà, il y a le fait que moi, j'avais joué à Origins juste avant de jouer à City. C'est un peu comme j'avais joué à Far Cry 4 avant Far Cry 3 ou Assassin's Creed 4 avant Assassin's Creed 3. Et forcément, à chaque fois, ce sont des jeux qui sont copier-coller en un petit peu mieux. Et du coup, quand on fait Far Cry 4, avant Far Cry 3, on le préfère à Far Cry 3 puisque c'est la même chose en un peu mieux. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ce que j'ai ressenti ici aussi, d'autant qu'il y avait quand même cette idée vraiment très chouette que ça s'appelle Origins parce que c'est la deuxième ou troisième, enfin ça fait que 2 ans que Batman est Batman, donc on est vraiment à ses tout débuts et on va du coup réinventer toutes ces relations avec les autres super-héros, les super-vilains, sa première rencontre avec le Joker, puisqu'évidemment on vient de tuer le Joker dans City, donc il fallait quand même qu'on remette le Joker quelque part. Et donc cette idée qui est plutôt chouette et qui marche quand même plutôt bien, la semi-rivalité avec les services de police, puisque Batman n'est pas encore établi en tant que tel. Et j'avais bien aimé aussi cette idée de tout se passe à Noël, donc il fait froid, ça explique pourquoi les gens ne sont pas dehors. Ça vire un peu au gimmick, ça sera encore pire dans Arkham Knight. Dans Arkham Knight, c'est un scandale. Ouais, dans Night, c'est vraiment n'importe quoi, mais voilà, il y a un moment, ça tourne vraiment en rond le fait qu'il n'y ait aucun piéton dehors. Mais enfin là, voilà, c'est la nuit de Noël, il y a personne dehors. Bon, pourquoi pas. Et avec ce truc un peu terre à terre au début que il y a juste 8 super vilains qui sont recrutés par Black Mask pour abattre Batman, donc ça fait 8 affrontements. Scénaristiquement, c'est pas très intéressant, mais ça prend de l'ampleur ensuite avec la première rencontre du Joker qui commence seulement à sévir. Enfin voilà, on est vraiment dans le Batman un peu terre à terre des débuts qui n'a pas trop d'amis, qui sait pas trop qui sont super vilains, donc il va juste aller tabasser quelques super vilains et un peu la mafia, enfin des trucs un peu bas du plafond et qui finit par monter, par rencontrer d'autres enjeux de plus en plus importants, tout ça dans l'ambiance de Noël avec la neige, etc., qui est vraiment très jolie et qui change assez agréablement. On a aussi Alfred qui n'approuve pas ce que fait Batman, puisque pour lui Bruce devrait profiter de sa vie de playboy et pas sortir dehors. Enfin, ça réinvente vraiment toutes les relations entre les personnages, et ça c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé très chouette. Tout ça avec la fluidité de Arkham City encore un petit peu améliorée. Et ça fait un tout qui m'avait vraiment beaucoup plu, de redécouvrir Batman qui se développe petit à petit, qui s'invente et se réinvente. C'était une belle manière de recommencer Arkham en le confiant à un autre studio, mais pour faire quelque chose de fidèle plus en quelque sorte. Et moi ça m'avait vraiment beaucoup parlé, et plus que City, parce que voilà, quand on revient à City après Origins, on a l'impression d'un copier-coller, mais dans le mauvais sens, ce qui est complètement injuste chronologiquement, mais j'assume. C'est vrai que du coup, ton avis est peut-être un peu biaisé par cette ta présentation des deux jeux avec l'inversion des deux jeux, mais après,
au final, c'est vrai que les deux jeux sont assez proches, que ce soit en termes de gameplay, de graphisme, etc. D'ailleurs, Origins c'est le seul qui a, enfin le seul. Arkham Knight a été fait sur PS4, mais les deux autres ont été remasterisés. Origins est resté sur le bas-côté, n'a jamais été remasterisé, ce qui fait peut-être aussi qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont peut-être refait les autres jeux et pas forcément lui, donc ou qui ont fait les autres pour les plus jeunes et qui n'ont pas fait Origins. Mais en tout cas, c'est un jeu qui... Alors malgré tout, c'est vrai que Zephyr, tu disais que tu étais peut-être le seul à défendre Origins. C'est pas forcément vrai, hein. On verra tout à l'heure. Oh, le On mytho! a, on Oh a là quelques là! personnes Je quelques suis personnes qui unique, ont tout aimé ça, tout Origins, hein. ça. Euh, Non, il y a quelques personnes qui ont aimé, moi, quand je regarde les avis, il y en a qui ont plutôt apprécié. Après, Oui, je sais quand que j'ai tu un grand compares allié en Matthew Starling dans la communauté qui aime beaucoup aussi Oui, Origins. ouais, il l'a payé aussi, il l'a payé. ouais. C'est pour ça que tu l'as tagué, c'est parce que tu avais besoin d'un allié. Bah, il a acheté mon livre, alors forcément, il me renvoie l'ascenseur, quoi. Tu vois, quand on gratte un peu, hein, voilà. Ça y est, c'est le moment où on parle du bouquin du monsieur, quoi. Très bien. Allez. Ah oui, puis Parce que au profit d'Origins, c'est aussi le fait que enfin, il y a Anarchy apparaît dans Origins, c'est bon, c'est un de mes super. Je trouve que le super vilain est extrêmement bien écrit dans toute la saga des Arkham, et il est assez passionnant dans Arkham Origins. Voilà, c'est vraiment un super vilain que j'aime énormément, que je trouve complètement sous-exploité par la continuité et parce qu'il a cet avantage de vraiment avoir une quête. Enfin, lui, il est persuadé de faire le bien. C'est un anticapitaliste très séduisant par le discours qu'il tient, et donc il tease un peu Batman en lui disant bah voilà, j'ai planté 3 bombes et dans 3 endroits où ils vont se faire tuer que des gens corrompus. Et est-ce que vraiment tu vas t'embêter à les sauver ou pas? Et enfin, il tient des longs discours politiques et on sent quand même que bah, c'est pas si faux ce qu'il dit. Et j'ai trouvé ça assez fou comme effort d'écriture d'avoir autant d'empathie pour le personnage. Enfin, ça rappelle, Alan Grant avait à la base créé Anarchy pour devenir un nouveau Robin, et il pensait vraiment que ça allait fonctionner, que Batman allait adopter Looney machin comme nouveau Robin. Et effectivement, ça a donné du poids politique parce que Alan Grant était communiste, du coup il voulait politiser un petit peu Batman, et bon, ça n'avait pas pris auprès des instances de DC Comics. Mais on retrouve un peu ça avec ce super vilain qui, à mon avis, avait vraiment de quoi, dans les jeux vidéo, intriguer les joueurs pour les intéresser à ce personnage-là aussi dans les comics. Et bon, malheureusement, on n'en a rien fait dans les comics, mais c'est du potentiel gâché. Et dans les jeux, en tout cas, c'est vraiment une présence assez intéressante qui change du coup des continuels Joker, Freeze, Oui, parce Ivy, etc. on parlait du Joker, du coup, qui est mort à la Fun City, qui là, bah, vu qu'on est sur une origin story de Batman, enfin en tout cas dans ses débuts, donc le Joker est de nouveau là. Mais on a aussi d'autres persos qu'on redécouvre à travers la série Arkham, notamment Deathstroke, qui était pas là, il me semble, sur les autres jeux, qui a un rôle plutôt central dans l'intrigue, puisque c'est lui qui était notamment teasé dans le trailer, un super trailer d'ailleurs pour l'annonce du jeu. Je sais pas si vous vous rappelez de ce trailer qui avait fait sensation à l'époque. On voyait Batman et Deathstroke s'affronter dans la neige et tout. Ouais. C'était assez fou. Marrant, ça. C'était vraiment bien fait, bien réalisé. Mais après, c'est vrai que moi, ce jeu m'a beaucoup moins marqué que les autres, tu vois. Autant, justement, alors j'entends tes arguments hein, sur le fait que ben, c'est vrai qu'il amène quelque chose de plus, il revoit un petit peu les origines du personnage, ses jeunes années, sa relation avec Gordon, sa relation avec le Joker qui débute, avec beaucoup de clins d'œil à Killing Joke d'ailleurs. Sa relation avec Alfred, qui, soit dit au passage, il a des relations qu'avec des hommes, ce monsieur Wayne. C'est quand même. Hein ah, écoute, tu pourras laisser ta lettre à Frédéric Vertam, qui est un défenseur des relations entre hommes et entre majordomes. Et majordomes. Mais effectivement, oui, non, mais il y a Barbara Gordon aussi qui fait la connaissance de Batman. Tiens, voilà, comme ça, on a un personnage féminin. Et donc qui justement commence à aider Batman. Et on a tout cet univers qui met en place l'univers qu'on va avoir dans Arkham plus tard. Mais le fait que ça soit pas été développé par Rocksteady, c'est vrai qu'il a été mal perçu par les gens. Et je pense que c'est plus au final sa réputation qui a fait que il a été un peu décrié plutôt que le jeu concrètement. Parce que après, il a pour lui aussi le fait qu'il n'amène pas forcément d'évolution majeure.
On a vu tout à l'heure dans Arkham Asylum, bon, c'était la base, il a amené beaucoup de choses novatrices dans l'univers Batman dans les jeux vidéo. City a mené aussi ses nombreuses évolutions, notamment les raclés aux vilains, aux racailles, n'est-ce pas, Matt? Mais on a aussi dans Arkham Knight, on va avoir l'arrivée de la Batmobile, par exemple, qui va arriver, faire une vraie évolution. Alors que là, dans Arkham Origins, on a l'impression quand même dire un truc pareil. On a quand même l'impression qu'il n'y a pas d'évolution majeure dans ce jeu-là par rapport aux autres. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc auquel vous pensez justement par rapport à ça. Non, moi je te dis, j'ai vraiment, genre, je l'ai pas refait depuis que je l'ai acheté. Ça doit faire 5 ans que je l'ai pas fait. Oui, c'est ça. Ouais. Je l'ai fait en mai 2015 ce jeu. Je peux te dire, d'après mes statistiques de Steam, c'est là où j'ai débloqué les trophées. Donc c'est à ce moment-là. Donc ça fait voilà 5 ans que je l'ai pas fait. Mais j'ai vraiment un souvenir de ces histoires de boss qui changeaient, où il y avait des trucs à faire. Je me souviens qu'il y a une séquence où t'es genre bloqué sous un bus et t'es que en infiltration, et si le mec te voit, il te bute d'un seul coup. Il y a une séquence surprenante en l'air, en fait, où tu affrontes Firefly, qui du coup change un peu le gameplay et réserve quelques surprises. Moi j'avais plutôt j'étais à la fois en terrain conquis parce que effectivement c'était Arkham City, parce que c'était le système de jeu que je connaissais, parce que voilà, c'est le 3e jeu de la licence et que du coup ça roule en fait. Mais à la fois il y avait ce petit terreau de surprise qui permettait d'apporter un peu de nouveauté dans le jeu. Et ouais, moi j'ai plutôt un bon souvenir de celui-là, quoi. Ah, alors je n'ai pas forcément un mauvais souvenir. Hein, je dis pas non, mais ça ce que dans je veux le dire, sens. c'est pour moi il est injustement décrié, tu vois. Alors que moi Ouais. j'ai envie de dire du mal d'Arkham Knight là. Je suis chaud maintenant. Est-ce que Pili, tu veux dire quelque chose sur Arkham Origins avant qu'on enchaîne sur Arkham Knight, qui va prendre cher apparemment? Non, ça n'a pas été mon préféré. Ce que j'ai bien aimé en revanche, c'est la large palette d'ennemis qu'il y avait. C'était cool. C'était pas forcément les ennemis habituels qu'on voyait dans tous les jeux ou dans tous les films Batman. Voilà, ça change un peu. Ça permet peut-être de faire connaître des vilains de comics qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, Ça, mais c'était je assez pense cool. à Anarchy, justement, qui a été évoqué par Siegfried, où il y a Voilà, ouais, Red aussi. voilà, Même Anarchy, Firefly. voilà, Firefly, voilà, c'est des personnages qu'on voit quasiment jamais dans les comics, ou vite fait pour une issue, ou un arc vite fait de temps en temps quand il faut combler les trous. Donc là, ça faisait plaisir à ce niveau-là. Ils les ont plutôt bien utilisés. Après, ce qui était pas mal dans Origin aussi, c'est que tu avais quand même un monde plus ouvert que dans Arkham City, où là, tu avais 2 quartiers, où tu pouvais te balader comme tu voulais entre 2 quartiers. C'était assez cool, mais sinon, effectivement, c'est quasiment le même jeu. C'est le même jeu que Arkham City, quoi. Il n'y a pas eu de grosse. Et puis niveau qualité scénaristique, c'est pas forcément le meilleur. On n'a pas évoqué juste un point, il y a quand même un truc nouveau. Et d'ailleurs, c'est le seul à l'avoir fait, c'est le multijoueur. Je viens de penser à ça, on n'a pas évoqué. C'est que vous y avez pas joué, les gars? Moi, j'y ai pas joué personnellement, ça m'attirait pas. Ouais, il a été assez décrié. Hein. C'est pas ouf comme Et il servait à multijoueur. quoi ce multijoueur du coup? C'est quoi l'intérêt d'avoir un multijoueur? En fait, t'avais 2 équipes, je crois, genre des mecs, t'avais des mecs, enfin en gros 2 équipes, et tu devais te latter. C'était Attends, combien d'équipes il y avait? Avec des mecs donc. C'est en même temps, j'essaie de réfléchir au truc, s'il y a longtemps que j'ai joué, mais en gros, t'avais 2 équipes. Là, en fait, l'idée, c'était, t'avais des systèmes de flag où il fallait choper les drapeaux, où il fallait buter les autres, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais c'était sur des petites maps, t'avais des équipes joker contre l'équipe je sais plus quoi. C'était, je sais pas, c'était pas ouf, hein. Honnêtement, j'ai pas beaucoup joué, c'est pour ça que j'ai du mal à vous ressortir exactement le truc. Mais bon, c'était pas extraordinaire, quoi. Oui, c'est la grande époque où tous les jeux devaient avoir leur multijoueur, même Voilà, si ça n'avait aucun sens. On se souvient des Uncharted multijoueurs ou des trucs comme ça. Bon, oui, ou Tomb Raider. Assassin's Creed multijoueur. ouais, c'est des horreurs, quoi. Heureusement, ça a vite passé comme mode. Il y a une pensée émue pour le multijoueur là, c'est ça? Ouais, c'est une minute de silence. Multijoueur, si je vous entends. Non, mais effectivement, je pense qu'on va passer à Arkham Knight, et Arkham Knight qui marque le retour donc de Rocksteady aux commandes.
qui lui donc arrive aussi également 2 ans après le Arkham Origins, et lui sur les consoles nouvelle génération à l'époque, donc PS4 et Xbox One. Il mettra du temps à arriver sur PC parce que les développeurs, je crois, ont eu pas mal de difficultés à sortir la version PC. La catastrophe, c'était vraiment une arnaque. Ils ont eu des retours partout parce que le jeu était Ouais. totalement injouable. C'était une honte buggé à fond. d'avoir sorti ça à ce moment-là. C'était vraiment pour le sortir sur PC en même temps que sur les autres les consoles, mais c'était juste pas possible, quoi. Il fallait reprendre tout le jeu, même des patchs correctifs ne suffisaient pas. Ça a vraiment cassé la réputation de Rocksteady. Oui, sur ce coup-là, je crois qu'ils ont pris quand même, ils ont pris cher, ouais. C'est vrai. Ouais. Après, moi, je joue sur PS4, donc ça m'a pas trop gêné. Mais ouais, effectivement, après, alors, qui veut faire la présentation? Ce Matt s'y est collé sur Asylum City, Zephyr sur Origins. Peli, est-ce que tu veux nous parler vas-y, d'Arkham? Vas-y. Ah ouais. Bah, du coup, scénaristiquement, l'histoire, ça se passe que 9 mois après les événements d'Arkham City, donc après la mort du Joker. Du coup, comme disait Matt tout à l'heure, on a la séquence de crémation là en séquence d'ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, une superbe introduction. Ouais, franchement, elle était assez cool. Surtout, elle te dit rien, coup, cette scène. T'as la tronche du Joker, tu ne comprends pas Ouais, ce que c'est c'est là, ça n'avance pas, ça bouge pas. Donc toi, tu vas attendre un peu gentiment, puis à un moment, tu vas commencer à appuyer sur les boutons de ta manette pour déclencher quelque chose. Et là, tu te rends compte que quand t'appuies, ça met le feu. Et donc, c'est toi qui fais cramer le Joker. Et c'est hyper... T'es content, quoi. Tu dis, tiens, c'est hyper beau. Et du coup, dans un restaurant, il y a un espèce de carnage qui est provoqué par l'épouvantail que tout le monde pensait mort. Du coup, voilà, il décide de prendre la ville en otage et de l'inonder avec son gaz. Donc la police doit évacuer la ville, sauf que du coup, il y a les criminels de Gotham qui profitent de ce bordel pour bien sûr sortir, foutre le bordel, etc. Et donc voilà, l'équipe de police a 24 heures pour évacuer la population de Gotham, et Batman, lui, doit mettre les méchants en prison. Voilà, le gentil Batman. Sauf que du coup, notre ami l'épouvantail est aidé par un mystérieux personnage mystérieux individu qui se fait appeler Arkham Knight, et du coup, ça peut bien être. Mais qui ça peut bien être, voilà, tout à fait, qui est donc une version, on a l'impression de voir Batman en version moderne, en version high-tech, voilà, je cherchais le terme. Donc, voilà. Ouais, franchement, si vous avez lu des comics, pas aller plus loin, le mystère d'Arkham Knight, si vous avez lu des comics, il tient, allez, 4 heures, 5 heures sur la trame principale du jeu. Non, en plus, parce que tu espères vraiment jusqu'à la fin qu'ils n'ont pas juste copié-collé le comics et qu'ils vont faire un twist un peu intéressant, donc tu tiens jusqu'à la fin et la déception n'en est que plus grande. Putain, ça te drop de l'indice tout le temps, enfin c'est juste grillé. Alors que si tu aurais eu Paul Dini, non. Fait un truc. Ça aurait été Thomas Wayne. C'est vrai que le suspense autour de l'identité du chevalier d'Arkham. Vas-y, on la grille pas. On la grille pas. On la grille pas, celle-là? Non, il est encore jeune, le jeu. Enfin, il est encore jeune. Il a 5 ans, les gars. Ouais, mais... mais la version stable sur PC, elle a à peine 8 mois. Voilà. Donc, voilà. Pour les joueurs PC, on ne dévoilera pas qui est le chevalier d'Arkham. Tout à fait. Mais franchement, si vous avez lu les comics, c'est vrai qu'on vous le savez déjà. Voilà. Du coup, après, ce qui est fascinant, c'est que, alors, c'est vraiment la version, pour moi, c'est vraiment la version beauf de ce que peut faire Arkham. C'est-à-dire que tu vas avoir un grappin avec un système de projeté, donc tu peux grappiner plus vite. Et comme ça, c'est plus cool. Tu as un système de combat qui est plus souple, les ennemis sont un peu plus faciles à péter, et donc tu peux les taper plus vite. En plus, tu as ta grosse bagnole, et alors tu peux rouler à fond dans Arkham, et en plus, dans Gotham, pardon, et comme ta bagnole, elle est invincible, et tu peux péter tous les murs et rouler comme un gros porc et tout, ça fonctionne trop bien. Et en plus ta bagnole elle se transforme en tank, alors tu peux te bagarrer avec des tanks dans la ville et ça c'est trop bien. Et puis en plus il y a plein de skins, alors tu peux changer, tu peux faire de la microtransaction pour acheter plein de skins de Batman et plein de costumes différents, alors comme ça c'est trop bien. J'avoue, sur les costumes je me suis un peu fait plaisir, et faire le jeu avec le Batman de Miller, franchement c'est quand même. comme il faut quoi. Là, c'est vraiment la version, pour moi c'est vraiment la version tu sais, harder, better, faster, stronger du jeu quoi. Il a fallu foutre les curseurs sur 11. C'est le fan service poussé à l'extrême en fait. C'est vraiment ils l'ont vraiment poussé à l'extrême avec la Batmobile qui a eu une utilisation, mais c'est
c'est dommage, quoi. La bonne idée, tu mets la Batmobile dans le jeu, mais le problème, c'est que tu l'utilises mal, quoi. C'est répétitif à souhait. Dans tous les combats que tu fais avec la Batmobile, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Bon, à force, c'est super casse-couille. C'est vrai que la Batmobile, c'est le point c'est fort. dommage, En parce fait, que c'est le truc. Voilà. La tenue de route en plus de la bagnole est dégueulasse. Et il y a un truc dans ce jeu où je sais pas où ils ont voulu venir avec ça, mais il y a une sorte de démonstration technique. Le jeu est sorti, moi alors je pense qu'il est sorti en même temps que la PlayStation 4, puisque de mémoire je l'ai eu en package. J'ai eu la console avec le jeu, donc ça doit faire à peu près. Sorti pas longtemps Et après, il y a un côté de démonstration technique, genre regardez tout ce que la console peut afficher. La ville est plutôt jolie et surtout il y a un délire avec des particules. C'est-à-dire que il fait jamais beau. C'est-à-dire qu'un coup il pleut, un coup il y a de la neige, un coup il y a du gaz qui tombe et t'as tout le temps 1,5 tonne de particules sur l'écran. À la limite t'as presque trop de trucs qui s'affichent sur l'écran et au-delà de dire, regardez le nombre d'éléments que peut afficher ma bécane, ça finit par nuire à la lisibilité du jeu et ça donne un côté un peu brouillon finalement au rendu, alors que bah moi j'avais ma nouvelle console, ma nouvelle télé, tu vois, j'étais bien chaud pour m'en prendre plein la gueule, j'avais pas envie de devoir passer les essuie-glaces sur mon nouvel écran tout le temps pour pouvoir jouer, quoi. Les essuie-glaces pour la Batmobile, justement, c'est pas mal. Les pattes essuie-glaces. Les battes essuie-glaces. C'est vrai que ça a été le gros défaut du jeu, alors que c'était quand même censé être le gros point fort du jeu avec l'arrivée de la Batmobile jouable, quoi. C'est dommage. Après, ils se sont bien rattrapés. Moi, j'aime bien le concept des costumes, voilà, des DLC avec les costumes et tout. J'aime bien. C'est assez cool, mais ça reste du fan service pour le coup. Là, c'est clairement fan service à fond. Hein. C'est vachement drôle. Tu prends le meilleur costume de Batman. Moi, je me souviens, je l'avais fait avec le Batman version Batman Beyond. Je trouvais que ça allait bien quand tu tapais contre le Chevalier d'Arkham. Là, ça. Il y a un truc vraiment rigolo, c'est que du coup il y a Robin aussi dans le jeu, Nightwing, et que tu peux faire des trucs en coop, et il y a les skins du Batman des années 60, et donc tu peux avoir la Batmobile des années 60, Adam West et Burt, j'ai oublié son nom. Voilà, bref. Burt le Robin, voilà, Burt Ward, le Robin des années 60. Et du coup, tu peux avoir ce trio complètement improbable qui se balade dans cette ville, qui va être très 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 vite militarisé parce que encore une fois, c'est un scénario Arkham et donc la ville au début, il y a que des criminels et puis après, ça va un peu monter en gamme. Et dans le dernier tiers du jeu, il y a quand même des bases militaires qui sont installées partout dans Gotham qu'il va falloir aller défoncer une par une, quoi. Ah mais clairement, on est vraiment sur un truc militaire à fond et c'est vrai que d'un côté c'est aussi dommage d'avoir on perd le côté même les phases d'infiltration au final ça devient vite de la grosse baston. En fait, il y a un côté blockbuster en fait, c'est-à-dire que l'écriture passe au second plan et elle est là uniquement pour servir de prétexte au fait que on va te mettre des méchants de plus en plus forts, on va te mettre des grosses bagnoles, il va y avoir des explosions dans tous les sens et on est vraiment dans le côté presque nanar en fait de ce que peut donner l'univers Arkham. C'est ça. Et puis après il y a un autre élément aussi très surprenant dans le jeu, c'est-à-dire que le Joker est mort. Mais on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi présent, en fin de compte, dans ce jeu-là. C'est ça, voilà. Puisque tout à l'heure, ouais, le twist, en fait, c'est que comme Batman a été infecté par le venin du Joker dans Arkham City, le venin est en train de prendre possession un peu de l'esprit de Batman, et le Joker survit à travers l'esprit de Batman, en fin de compte. Donc, du coup, ça nous donne des scènes assez surprenantes où tout le long du jeu, on se prend des vannes et des répliques du Joker à longueur de temps. On sait qu'au début, c'est amusant, mais des fois, c'est peut-être un peu pénible même. Non, mais ça, c'est parce qu'il se moquait de toi quand tu perds. C'est pour ça que t'étais vénère. C'est vrai que ça, c'est énorme. Non, Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Enfin, certes, sur le côté, le Joker est omniprésent et ça peut saouler un petit peu, mais c'est une manière. Enfin, le grand public a besoin du Joker de toute façon, ça malheureusement on le sait. Et c'est une manière plutôt fine de le réutiliser. En plus, en réfléchissant sur le fait que Batman et lui sont compatibles et complètement inséparables. Enfin, c'est une manière plutôt fine et plutôt originale de tourner les choses. Et puis voilà, ça rajoutait un petit côté méta, des dialogues un peu inattendus avec Batman habitué et solitaire. Enfin, ça ajoutait un petit quelque chose et un traitement de Joker qui était relativement frais. Moi, c'est un des aspects qui m'a le plus plu à la rigueur dans cet Arkham Knight. Batman, il est pas du tout solitaire dans Arkham. Hein. Il passe son temps à parler aux joueurs. Oh, dis donc, je vais devoir ouvrir la grille. Vite, je vais dire à Oracle. Tiens, Oracle, je vais tout de suite ouvrir la grille.
enfin, il passe son temps à te parler, à te dire ce qu'il faut faire. Il a jamais été solitaire dans Arkham. Dans les comics non plus, ça reste le super-héros solitaire par excellence, et pourtant c'est le super-héros le mieux entouré. Enfin, il y a aucun autre super-héros dont on peut citer comme ça à la volée une quinzaine de personnes de sa famille et de son entourage. C'est le personnage le moins solitaire du monde, mais c'est pas grave, il cultive son image de super-héros solitaire, trop à la marge, trop dark, sans personne qui l'entoure, sans aide, alors que littéralement le monde entier l'adore et le soutient. C'est un poseur en fait. Oui, complètement. Batman ce poseur. Ce qu'on peut dire aussi de ce Batman Arkham Knight, hormis tous ces défauts qu'on lui trouve là jusqu'à maintenant, c'est quand même aussi qu'il vient conclure donc ce qu'on appelle la trilogie des Batman Arkham par Rocksteady. Est-ce que qui est une tétralogie, s'il vous plaît? Oui. Il faut pas qu'on oublie son petit Origins, tu sais, il va pas être content. Bah non, faut pas l'oublier. Origins, il est bien. C'est pour ça que j'ai précisé la trilogie par Rocksteady. Mais est-ce que pour vous c'est une conclusion satisfaisante? Est-ce que bon, on n'a pas spoilé l'identité de Arkham Knight, mais on peut peut-être spoiler la fin de ce Batman Arkham Knight qui signe la fin de Batman tout court, j'ai envie de dire. Ah bah, en gros, tout le monde sait que Batman c'est Bruce Wayne. Il fait son protocole Nightfall pour faire genre il meurt. Mais en fait, on sait tous qu'il est pas mort. Parce qu'on a vu le film? Bah oui. Parce qu'on a vu le film. On sait tous qu'après Alfred il va à Venise. Et voilà. Ah oui. Non, c'est à Florence. À Florence, pardon. Ouais. Non, mais la fin, oui, elle est cool, même si bon, sur la fin, quand tu vois parce que la scène finale, tu la vois que si tu as fini tous les défis de l'homme mystère. Parce qu'au début, tant que t'as pas fini les défis de l'homme mystère, en fait, t'es toujours bloqué sur la fin quand il a fait arrêter l'épouvantail et tout. Ah oui, je m'en rappelais plus qu'il fallait finir les défis de l'homme mystère. Il fallait finir tous les défis. Il fallait finir tous les défis pour avoir la scène finale. Et dans la scène finale, ça se voit à des kilomètres que c'est fini, quoi. Du fake, que c'est juste non, que c'est du fake, que c'est juste pour vas-y. Vas-y, fais mes défis, là, bâtard. Voilà. Il y a un truc aussi quand tu réfléchis, concrètement, c'est que t'as Gotham qui est au bord du gouffre avec l'épouvantail qui va empoisonner la ville, etc. Et t'as Batman qui, par moment, fait des défis de course où il fait 3 tours pour essayer de battre son meilleur temps sur... tu sais, si tu y réfléchis bien, c'est un peu absurde comme... Non, mais il fallait qu'ils mettent des trucs avec la Batmobile, de toute façon. Bah, c'est ça, mais un peu trop. Le gros changement du jeu, il fallait très bien qu'ils mettent des trucs, mais ils sont trop. Et tu vois, c'est pour ça que ça m'inquiète quand je vois les images du prochain jeu là qui va sortir. Quand tu vois les images avec Batgirl avec sa moto, tu le sens gros comme une maison que ça va faire la même chose. Bah, mais la moto c'est pas un tank, donc déjà on peut espérer que ça sera peut-être juste un véhicule. Ouais. Elle a l'air de se taper avec, hein. Ouais, mais ils ont reçu tellement de critiques sur la gestion de la Batmobile comme tank, à mon avis ils vont faire attention. J'espère. Ils se feraient massacrer là-dessus quand même, je crois que personne n'a défendu cet aspect-là du jeu. Moi le tank c'est mon préféré, je trouve que c'est le seul moment où la Batmobile est à peu près jouable quoi. Enfin, mais sinon, je l'ai dit, je suis pas très bon en jeu vidéo, hein. Mais quand il faut commencer à faire des poursuites, rester à 2 mètres d'une bagnole pour pouvoir lui mettre un missile ou un truc comme ça, ou une balise, enfin je sais plus ce qu'il fallait coller sur les voitures. Enfin, mon pire ennemi dans le jeu c'est les ronds-points, hein. Enfin, je suis capable d'en passer un tranquillement. Je finis tout de suite dans un mur ou dans une poubelle et il faut que je reparte parce que la voiture est à l'autre bout de la ville. Donc, c'est un scandale. Moi, le tank, au contraire, la voiture, elle allait doucement, la voiture. Elle pouvait aller sur les côtés, comme ça. Pour moi, elle était facile à gérer. C'était bien. C'était une personne de mon âge. Mais c'est ça. En bon père de famille. Voilà. Tu t'arrêtes à tous les feux rouges, au stop, céder le passage, tout ça. On est des justiciers. Hein. On est quand même là pour le bon exemple aux enfants. Ah, mais est-ce que Batman respecte vraiment la loi? Est-ce que Batman respecte bien vraiment la loi? Ceci est un autre débat. Tu sais que ça pourrait faire un débat d'un nouveau podcast. Oula. Bon, c'est comme quand on dit Batman ne tue personne, hein. Le mec il lui casse 4 fois le bras, il lui fout des patates à laisse tomber. Il y a un nombre de pas me dire que le mec Gotham laisse tomber. Voilà.
Et l'assurance maladie à Gotham, elle a volé. Tu vois pourquoi il n'y a personne dans les rues, Matt? Ah bah oui, c'est ça. Il se méfie en Ça, fait. tu vois, c'est un peu abusé aussi. Hein. Personne dans le. Oui, il y a encore une fois, et ça c'est pareil, ce côté, allez, faut évacuer la ville, allez, tout le monde va dans des petits bus maintenant. Bah oui, il fallait voir une ville vide, donc pour pouvoir installer des bases militaires ensuite, c'était super. Là, c'était un peu trop prétexte. Ouais. Là, tu sentais C'est vraiment. un peu forcé, c'est un peu forcé. C'est vrai que c'est peut-être le numéro un peu forcé, quoi, l'Arkham Knight, c'est-à-dire qu'on a exagéré un peu tout, on fait du blockbuster, comme tu disais Matt tout à l'heure, voilà, on fait exploser tout, c'est un joli feu d'artifice, même jusqu'au final, mais ça apportait pas grand-chose scénaristiquement. Oula. J'ai pas pris de l'F, Chad, pourtant. Mais vous m'avez compris. Non, c'est Matt qui bourre, c'est Nico qui est bourré. Putain, cool. Putain, c'est chaud, c'est puissant. C'est un peu le problème aussi, c'est que malgré cet aspect blockbuster, le scénario est pas si travaillé que ça, parce que le twist final de l'Arkham Knight, il est pas du tout intéressant, et les combats de boss, c'est les plus oubliables de toute la tétralogie. T'en as pratiquement aucun qui est mémorable dans tout le jeu, même pas celui contre l'Arkham Knight à la fin que j'ai même un peu oublié. Non, ça me revient vaguement, mais enfin c'est vraiment, il y a aucun. Alors que pour un jeu blockbuster qui essaie justement d'être une démonstration de force, comme le disait très bien Matt, on attendait quand même des combats de boss un peu supérieurs à ceux d'Origins, c'est même pas très loin de là. Ouais, moi j'en avais marre, je me souviens pas du tout de la fin, je me souviens que je l'avais rushé parce que vraiment j'en étais à un point où ça me saoulait de libérer des quartiers, de péter des bases, d'arriver au truc. C'était trop. Ouais. Je suis allé au bout du jeu pour le finir et le revendre en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait c'était trop redondant dans beaucoup de domaines. Et encore une fois, pourquoi il n'y avait pas Paul Dini, c'est tout. Mais après, tu te rends compte que malgré tout, quand même, dans cette. Comment tu dis, Siegfried c'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Tétralogie, voilà. Dans cette tétralogie, n'empêche, tu te rends compte que même si il y a pas mal de défauts sur certains des jeux, ça reste quand même ce qui se fait le top en termes de jeux de héros depuis pas mal d'années maintenant. T'as Spider-Man qui a un peu relevé le niveau, voilà, mais là par exemple. Ouais, mais qui est un jeu exclusif, Spider-Man, tu vois, alors qu'aujourd'hui les Batman on peut les refaire. Spider-Man, il faut absolument que tu sois sur PS4 pour pouvoir le faire. Voilà. Mais là, par exemple, tu vois, le jeu Marvel qui est sorti, là, franchement, il peut pas du tout. Quand je regarde les gens y jouer ou les images, j'ai plus de hype à me dire, ah, tiens, je me fais un Batman Arkham que, je sais pas, c'est. Alors justement, comment on peut se refaire les Batman Arkham aujourd'hui? Édition qui est sortie sur Return to Arkham, où il y a les 2 premiers. Après, sinon, t'as la ils ont sorti un coffret avec la trilogie. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc t'as les 3, t'as Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Et par contre Arkham Origin, c'est toujours la même chose, ils le mettent pas dedans, quoi. Donc, du coup, t'es obligé de prendre à part. Ah ouais, ils l'ont vraiment exclu de. Donc, alors personnellement, moi je suis assez branché démat pour les jeux et j'ai des comptes un peu partout, notamment sur l'Epic Game Store, et j'ai été assez surpris de voir qu'on m'en a offert sur l'Epic Game Store, genre Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Je les ai eu gratuits sur ce shop là, donc c'est. Enfin, tu vois, par exemple, l'Epic Game Store, j'ai un compte dessus. Toutes les semaines, j'ai ma notif de vous avez un jeu gratuit. J'ajoute le jeu gratuit, j'ai jamais rien acheté. Et je dois en avoir 60 de jeux dessus. Donc c'est quand même, enfin, tu vois, pour moi, c'est pas mal. Après, je suis assez surpris quand je regarde sur Steam. Tous ces jeux sont des jeux qui sont encore vendus 19,99. Donc on va dire 20 €. Et quand tu vois que c'est pas du tout dégressif. Pour 20 €, t'as Arkham Knight ou t'as Asylum. Donc de la même façon, et t'as aussi les 2 petits frères boutonneux dont on n'a pas parlé, mais qui sont Arkham Origins. On peut en parler rapidement. Du coup, Blackgate, c'est une version un peu limitée techniquement, qui est sortie en même temps que Arkham Origins et qui était, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque exclusive à la PS Vita. Donc c'est un jeu qui est en vue de profil parce que la console n'était pas capable de faire de la vraie 3D. Donc c'est de la 2D et demi. C'est un jeu qui joue beaucoup le côté infiltration, qui met en scène la première rencontre entre Batman et Catwoman dans cet univers-là, donc qui peut avoir un intérêt si t'es complétiste de cet univers, mais le payer aujourd'hui 20 balles sur une plateforme numérique, enfin, c'est juste un scandale, quoi. Enfin... c'est clair. Non, mais après, il a été porté sur PS3, PC, Wii U, 3DS, 360 aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu. Enfin, en plus, il est beaucoup plus court
que les autres Arkham. Comme tu disais, techniquement, c'est pas du tout la même chose. Après, ça apporte quelque chose scénaristiquement. En tout cas, ça développe un petit arc dans l'univers Batman, Arkham. Mais c'est pas un jeu majeur de la franchise. Ce loin sera de là. vraiment pour les complétistes, ceux qui C'est ça. ont envie c'est vraiment ceux d'aller qui jusqu'au veulent bout de tout l'univers. avoir. Ceux qui C'est veulent ça. écrire un bouquin sur cet univers, en fait. Après, il faut savoir aussi qu'ils ont profité pour faire des comics aussi de Arkham. Hein. Il y a eu un comics qui était sorti, Arkham Asylum, qui expliquait en fait ce qui se passe entre l'arrestation du Joker et l'arrivée à l'asile. Il y a eu un comics Arkham City en comics, voilà, de quelques numéros, pareil, qui expliquait l'avant. Je crois qu'ils nous ont fait le comics Arkham Knight. Voilà, exactement. Je crois que ça se passe entre le City et Knight. Ouais. Et du coup, surfé sur le vague. Du coup, il y a un dernier dont on n'a pas du tout parlé, c'est le Arkham VR, dont j'ai appris l'existence en préparant cette émission avec vous. Ouais. Bah oui, Arkham VR, du coup, qui est un petit. Alors, le seul qui l'a fait ici, c'est Siegfried. Effectivement, alors c'est un petit jeu. Moi, de ce que j'en sais, ça dure 1 heure à peu près. C'est ça, Siegfried? Oui, c'est ça à peu près, oui. Ça permet juste de montrer les capacités du PSVR de la PlayStation, quoi. Tu peux t'amuser à faire des grimaces sur le miroir. Waouh, super. Ça a l'air bien. Après voilà, si on apprécie l'expérience VR, c'est plutôt cool d'être dans la peau de Batman et on se sent vraiment dans la peau de Batman, on balance des batarangs, il y a tout ce côté immersif de la première personne qui, avec toute une enquête à la première personne qui marche quand même plutôt bien. Et avec un petit twist, enfin ils ont quand même tenu à faire un vrai twist scénaristique à la fin qui fonctionne dedans, qu'on est complètement immergé dedans grâce au masque. Enfin, en tant qu'expérience VR dans le mode Batman, c'est plutôt agréable. Ça mérite pas le prix fort. De toute façon, quel jeu de VR aujourd'hui mérite le prix fort? Je sais pas trop, mais enfin c'est pas une vraie expérience Arkham, puisqu'évidemment ça se joue pas du tout comme les autres jeux Arkham, mais c'est quelque chose qui vaut tout à fait. Enfin, si vous avez l'occasion d'y passer 1 heure, ça vaut clairement un petit détour. Ça apporte sa pierre à l'univers. Tu disais il y a un twist et tout ça, ça se place dans la mythologie globale. Ouais. Ça se passe oui, tout à fait. C'est lié à l'affection du sang de Batman par le Joker. Ça ne raconte rien de plus, mais ça utilise les éléments de la tétralogie Arkham quand même pour raconter quelque chose. Si je m'abuse, c'est Rocksteady qui l'a développé ça aussi, non? Il me semble bien, ouais. Ouais, il me semble aussi que c'est Rocksteady qui l'a développé, alors avec cette enquête, avec Nightwing, etc. Ce que j'ai entendu parler. Après, tu parlais des prix tout à l'heure, Matt, des jeux Batman Arkham. On les trouve souvent, je trouve aussi en promotion, que ce soit sur Steam ou même sur PlayStation Store ou autre. Ils sont souvent en promotion, tu peux les choper pour pas très cher. Ouais. Bah il faut, oui. Enfin, tous ces jeux-là aujourd'hui, il faut s'inscrire sur des stores et essayer de les trouver dès qu'il y a des promos. Il y en a tout le temps des promos sur le dématérialisé. Il y en a souvent, ouais. Donc des jeux comme ça, tu peux pas les payer 20 balles. Enfin surtout que c'est des gros succès sortis en édition Game of the Year. Donc tu peux pas 5 ans après, 6 ans après les payer encore à ce prix-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. On parlait juste, peut-être avant de conclure ce podcast, on parlait tout à l'heure de Arkham VR qui mettait l'accent sur le côté enquête de Batman, et je trouve que c'est justement peut-être le seul point négatif de cette série Batman Arkham qui n'a pas su relever le défi de faire de Batman le vrai détective, en tout cas de proposer un gameplay très immersif au niveau des enquêtes. Je trouve que le côté détective, quand tu as des trucs où tu dois zoomer, où tu vois les ADN et machin, je trouve que c'est pas hyper intéressant. T'avais le côté reconstitution, tu sais, avec la balle perdue, là. Ouais, où tu reviens en arrière. Tu devais reconstruire l'action et tout, oui. T'as ce côté-là, détective, sinon après... C'est vrai que c'est pas le côté le plus mis en avant, ils ont vraiment... C'est le côté combat, on parlait tout à l'heure, le côté infiltration qui est très bien ficelé, mais le côté enquête détective, qui pourtant est l'une des essences du personnage aussi, n'a pas forcément été hyper... On appréciera quand même le fait que dans chaque jeu, ils aient une manière d'enquêter différente, donc ils essayent vraiment de se renouveler pour proposer quelque chose de toujours plus satisfaisant, et les reconstitutions à la fin, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes de rythme de jeu aussi, on peut pas s'arrêter toutes les demi-heures pour faire une longue enquête, et puis on voit pas trop comment ça pourrait être scénarisé, comment ça pourrait s'intégrer au gameplay global, et c'est pour ça que c'est très chouette qu'en complément des Arkham, on ait les Batman Telltale qui eux mettent vraiment l'accent sur à la fois sur l'enquête sur une dimension beaucoup plus narrative et qui sont vraiment très bons aussi de ce point de vue-là. Où là on a vraiment le côté, on fait avancer un scénario
scénario dans lequel on fait des choix, qui n'est pas le cas de Rocksteady, au contraire, c'est qui met l'accent plutôt sur les combats hyper fluides. Enfin, c'est bien d'avoir ces deux aspects-là sur deux jeux différents. Et effectivement, c'est des aspects qui étaient quand même difficilement conciliables, enfin qu'on imagine en tout cas difficilement conciliables dans un même jeu. Et du coup, ça donne lieu à deux franchises différentes qui toutes les deux sont vraiment chouettes. Et Nico, il y a un autre Batman Arkham dont il faut que tu nous parles. Oui. Lequel? Oui. Oh putain, la question piège. Je viens de découvrir ce Batman Arkham Underworld en surfant sur un site qui s'appelle batmanlegend.com. Je vois un article rédigé par un certain Nico qui nous présente ce jeu mobile dans l'univers de Arkham. Effectivement, maintenant que tu m'en parles, mais c'est vrai que alors ça date ça. C'était un jeu qui est sorti sur mobile. C'est ça. Par contre, ça n'a jamais marché ce truc. Même moi, je crois que je l'ai jamais installé. J'ai relayé la news sur le site, mais c'est vrai que on n'en a jamais entendu parler et je crois que ça n'a pas très très bien marché, quoi. De toute façon, t'inquiète, les liens sur le store, ils n'existent plus aujourd'hui, donc. Ah non, mais c'est clair, le jeu il est dead. Ouais. Ça avait l'air bien. Est-ce qu'il existe encore d'ailleurs? Bah non, je te dis, si je vais sur le store Android avec le lien que je trouve sur batmanlegend.com. Ouais, pareil, j'ai rien. J'arrive sur une page d'erreur, donc il doit y avoir un souci autour de ce jeu. Je ne sais pas. Et même plus disponible. Ouais. Hop là, article. Fermé en 2017 carrément. Ouais. Jeu sorti en 2016, retiré. Franchement, les mecs, faites quelque chose. Trouvez l'APK, le fichier d'install du jeu, et vous le mettez directement sur le site. Comme ça, vous faites remonter la news et vous avez une exclue internet. Je vous dis ça, c'est l'occasion de faire quelques clics. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Entre ça et nos invitations au Mans, on a plein de choses avec toi, Matt. Ça va être une grosse année. Hein. Ah, ça buzz. Ça buzz dur, là. 2021, c'est Batman. 2021 s'annonce grandiose. Avant de conclure ce podcast, j'aimerais du coup citer On est déjà au bout des 45 minutes, c'est incroyable. Alors 45 minutes x 2. Plus. x 2. J'aimerais juste citer quelques fans qui nous ont laissé des messages quant à la préparation de ce podcast sur nos pages Facebook et Twitter. Et du coup, je vais commencer avec Arnold Petit qui fait la promotion du meilleur jeu à Batman Arkham, bien sûr, c'est Arkham City. Il nous dit « Il est magnifique, complet, aucune des missions annexes n'est redondante ou emmerdante. » Je cite, hein. « Le scénar est au top. » Même chose pour Steve Rebout, qui est aussi un fervent défenseur d'Arkham City, puisqu'il nous dit « Même si l'agréable surprise du premier est passée, le Arkham City avec son scénario, gameplay, taille de la map, etc., tout était au top. » Et enfin, pour faire plaisir à Siegfried aussi, je vais quand même citer Matthew Sterling qui défend Arkham Origins. même s'il commence par « Mon préféré reste Arkham City ». Pour la claque qu'il m'a apporté à sa sortie, c'était surtout le premier Batman jouable en mode ouvert. C'était incroyable pour l'époque, avec aussi l'ajout des missions secondaires et surtout la possibilité de contrôler Catwoman. Mais j'aime aussi beaucoup Arkham Origins, que je trouve très sous-estimé car selon moi, il a la meilleure histoire de la série, les meilleurs développements des personnages et Batman a la meilleure caractérisation des 4 jeux. Il est vu comme une légende urbaine. Il a également pour lui une ambiance nouvelle magique et les meilleurs combats de boss de la série, si on accepte Freeze dans Batman Arkham City. Je pourrais encore parler du système d'enquête plus poussé, ainsi que le meilleur DLC de la série, grandement inspiré de l'épisode Amour on Ice de Batman TAS. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les DLC qui sont sortis, il y en a des très intéressants. Et puis un dernier message, c'est le message de Amo qui nous suit sur Twitter et qui pour lui son préféré c'est Asylum. L'ambiance, le scénario, le gameplay, même la VF, tout était tellement parfait de bout en bout. En mention spéciale à Origins, qui est trop souvent sous-coté, j'y retrouve plus l'essence d'Asylum que dans City Ignite. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup de fans qui aiment Asylum, qui aiment City, qui aiment Origins même, tu vois Siegfried, mais pas Knight. Ça c'est clair que Arkham Knight n'a pas été le plus réjouissant pour les fans. Au final. Tu vois, tu devrais inviter tes lecteurs dans ce podcast, ils ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi, ils l'expriment bien et tout. Franchement, il faut faire de la place aux lecteurs. Non mais tu as été très très bon, Matt. Ça y est, il parle au passé. Je crois que c'est le moment de se séparer. Je crois que c'est la fin de ce podcast. Tu n'aurais été qu'un invité d'un soir. De deux soirs, puisqu'il y a eu 2 podcasts déjà enregistrés. De 2 soirs, voilà. Et il effacera ton numéro, te bloquera sur les réseaux sociaux et voilà. Et un jour, vous croiserez dans une convention comme ça, vous ferez genre, vous êtes pas vus. Enfin bref.
Bref. Ça m'est arrivé avec un autre, avec l'équipe d'un autre site. Est-ce que vous voulez qu'on balance des noms ou pas? Non, on va conclure ce podcast maintenant avant que ça dégénère et que ça dérape. Ça fera l'objet merci. d'une autre émission. Le monde de la blogosphère sont des bisounours. Alors, on pourrait avec un autre podcast Émission sur des spéciale comics Flash. qui sont pas faciles à trouver, etc. Donc, il y a plein d'idées qui ont germé de ces deux podcasts qu'on a enregistrés ensemble. On se reverra, t'es en train de me dire ça, on se reverra. Ah, On se reverra, Matt. Ouais. Sur ce, c'est beau merci comme à une chanson tous de ceux- Jonas. Merci à tous les invités. Hein. C'est ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, qui ont eu le courage de nous écouter, nous et nos conneries jusqu'au bout. Merci Matt encore une fois pour ta présence sur ce podcast. C'était un vrai plaisir, vraiment. Et merci Siegfried et Peli. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée à tous.